tu as beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, dans la dissidence et qui disent ouais, une fois que tu as découvert la lumière, je comprends pas comment tu peux en sortir. Mais en fait, si, tu peux en sortir et tu comprends qu'en fait, tu es dans l'obscurité. En fait, Vincent Lapierre est quelqu'un de faible et de fragile, je le dis, je l'assume. T'es faible, t'es fragile, il répète ça comme un rouleau compresseur, donc ça imprime dans le cerveau des gens, tu vois. Sur le Covid, ces analyses sont très proches de celles d'Alain Soral. Oh, c'est fou ce qu'ils disent, hein. C'est fou qu'ils disent ça, dingue qu'ils disent ça. Ni la doxa, ni toi. En fait, c'est ça ma position. Ils n'ont rien à manger au Venezuela. À Cuba, ils partent à la nage aux États-Unis. Oh putain, mais cet argument, ça c'est le discours du gouvernement américain, c'est le discours des médias occidentaux, c'est le discours de BFM TV. Tu dis quoi face à ça, Salim? Enfin, je veux dire, moi je pose la question, tu vois, je pose la question à Salim, je lui demande, est-ce que tu es d'accord avec les thèses de Tal Chaleur et Jean-Jacques Crèvecoeur? Tu nous dis que tu débunkes les trucs foireux. Bah, en live, avec Tal Chaleur et Jean-Jacques Crèvecoeur, tu le fais pas en tout cas. Un peu de modestie. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et lui, pour lui, c'est de la zététique, quoi. Salim, c'est juste de la pensée, en fait. C'est juste l'histoire de la pensée et de la philosophie, tu vois. Et un coup t'es là, un coup t'es là. Je suis là, non, je suis là, en fait, je suis là. Non, je suis là. Ah, tu m'as pas vu? Non, en fait, je suis là. En fait, c'était un complot. Non, j'ai pas dit que c'était un complot, j'ai dit que c'était une aubaine. Non, mais en fait, c'est une aubaine, mais c'est créé en laboratoire. Hop, là, je suis là. Ah, pas de problème. Dans un débat de famille, tu vas dire, non, mais qu'est-ce que tu dis, papa? Les Américains sont pas allés sur la Lune, on peut pas traverser la ceinture de Van Allen. Tu connais la ceinture de Van Allen? Le mec, ton père va pas connaître, tu vois, tu vas dire non. Bah voilà, en plus tu connais même pas la ceinture de Van Allen. Putain, je parle avec des ignorants, quoi. Vous êtes tous des moutons. Il va falloir répondre à Alexander Samuel sur le fond, Salim Laibi. Et je t'invite à un débat encore. Tu me traites de menteur parce que j'ai dit que t'as refusé le débat, mais regarde, je t'invite. Bonjour à tous. Je vais commenter aujourd'hui une vidéo de Salim Laibi. Donc il a fait une réponse d'une réponse que je lui fais par rapport à une réponse qu'il fait à un reportage. Donc je suis avec Max, le régisseur. Salut Max. Je ne vais pas rentrer dans les attaques ad hominem. Je sais bien qu'il dit que je suis bête, que je suis un menteur. Je vais répondre à l'accusation de mensonge quand même, mais que je suis bête, que je suis fragile, que je suis ci ou ça. Il le répète un peu en boucle. C'est un peu du waouh, c'est rouleau compresseur quoi, de l'attaque ad hominem, du stratagème ultime de Schopenhauer. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans du tout. Je voudrais qu'on s'élève un peu à Romain Rolland, être au-dessus de la mêlée. J'aime beaucoup Romain Rolland. Je conseille d'ailleurs la lecture de Jean-Christophe, son roman. Et donc je voudrais vraiment répondre sur le fond. Essayez, hein. Je ne suis pas du tout un spécialiste, je le dis. Je suis honnête avec les gens. Méfiance à l'égard de ce que je vais dire. Je ne suis pas un spécialiste ni d'épidémiologie, ni de virus, j'ai pas étudié les coronavirus pendant 15 ans dans un laboratoire. Des gens sont beaucoup plus compétents que moi pour répondre à toutes ces questions. Cependant, sur l'analyse politique, métapolitique, géopolitique, je peux quand même donner des quelques clés pour voir que les arguments de Salim Laibi sont très fragiles. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Si vous n'aimez pas les vidéos de réponse aux réponses de réponse, vous pouvez quitter la vidéo. Pour les autres, on y va. Alors Salim, qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai vu sa dernière vidéo, la version... Il n'a pas pris la plus belle photo. Je le fais parce que c'est un condensé des âneries des zététiciens. Et surtout qu'il s'attaque à mon travail et qu'il ment. Il ment, il continue. Je ne m'attaque pas à son travail en réalité. Je parle des théories qui pour moi sont contradictoires entre elles, ont une très faible puissance explicative des faits, notamment du Covid-19. Et en fait, lui fait partie, c'est effectivement l'une des figures de toute cette mouvance qui aujourd'hui est majoritaire sur les réseaux sociaux, mais c'est pas lui en personne que j'attaque. D'ailleurs, c'est pas vraiment des attaques, c'est des critiques que j'émets. C'est pour moi absolument salutaire de discuter, de débattre. C'est pas du tout un combat à mort. Je veux dire, on est encore en droit. Je me permets, si c'est encore possible, de critiquer le travail de ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux. C'est à mon avis une démarche qui est saine. Donc, et c'est pas lui qui est visé directement. C'est-à-dire que Salim Laibi, en fait, j'en parle, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes, assez rapidement sur la question du Great Reset. Sur la question du Great Reset, c'est ça, sur Klaus Schwab. Parce que dans sa vidéo, en fait, il a fait plusieurs vidéos sur mon travail. Et la dernière vidéo, avant celle-ci, c'était une vidéo de critique du reportage que j'étais allé faire chez les Patriotes de Florian Philippot, où effectivement j'essayais d'opposer des arguments de rationalité, d'amener un peu de science, enfin du moins de ce que c'est la science sur le Covid-19 en l'état actuel des choses. Et je m'étais pris vraiment un shitstorm énorme, j'avais déclenché le moulin à merde
qui m'était arrivé en pleine face. Et Salim Laibi avait fait une vidéo à ce moment-là pour critiquer mon travail. Pas de problème, bien évidemment, il a totalement le droit de le faire, mais bon, à un moment donné, dans la vidéo, il dit en fait, Klaus Schwab, il a devant lui une console, ouais, tu vois, et puis en fait, chaque pays, c'est un bouton qu'on tourne, et lui, en fait, il tourne les boutons. Et les dirigeants, du coup, ils réagissent, tu vois. Sauf qu'il ne peut pas tourner tous les boutons en même temps. Donc c'est pour ça qu'ils ne réagissent pas tous en même temps. Tu vois, c'était ça la critique que je faisais. Je fais, mais s'il y a un complot, pourquoi ils ne réagissent pas tous en même temps, au fond, et puis pourquoi ils prennent des stratégies différentes les unes des autres, tu vois. Et en fait, il répondait à ça en disant que non, mais parce qu'il avait, il avait une console devant lui, il ne pouvait pas tourner tous les boutons en même temps. Donc j'avais trouvé ça un peu léger comme explication et un peu, je dirais, pour moi, c'est le grand méchant loup pour adultes, tu vois. C'est un peu l'histoire du Père Noël, tu vois. Mais enfin, j'y ai cru à ça, hein. J'étais à l'intérieur, j'ai cru qu'il y avait des mecs comme ça qui appuyaient sur des boutons et que tu avais les types qui réagissaient. Et maintenant, j'y crois plus, tu vois, c'est tout, je suis sorti de cette croyance. Mais donc, je critiquais ça, et c'est à ça qu'il répond, en fait. Et en fait, il a pris pour lui toute la vidéo. Il s'est senti concerné et visé par toute la vidéo, ce qui, en fait, dans mon esprit, n'était pas le cas forcément, même si, évidemment, je considère qu'il en fait partie de ce que je critique dans ma FAQ. C'était pas lui qui était personnellement visé. Sa dernière vidéo dans laquelle il parle, il s'explique sur son virement de cutie, ou comment on pourrait appeler ça. Évolution. En fait, il tient le discours de la doxa, absolument sur tout. Là, c'est intéressant parce que justement, ma vidéo était intitulée ironiquement « Je rejoins BFM TV » pour dire que je ne rejoins pas BFM TV. C'était ironique, pour dire que la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, que c'est nuancé, que BFM TV, évidemment, couvre le gouvernement dans tout sur cette crise sanitaire, ce qui n'est pas mon cas du tout. Au contraire, moi, je fais une critique très dure du gouvernement sur ses manquements, sur le fait qu'ils ont brûlé des masques, sur le fait qu'ils ont sous-financé la recherche, sous-financé les hôpitaux pendant des décennies, qu'ils ont même, par tous leurs mensonges précédents, au cours des décennies passées, ils ont suscité une réaction très forte contre lui, et donc une méfiance extrême à l'égard des données scientifiques, et que donc, je dirais même que le gouvernement, au fond, a produit Salim Laibi, entre guillemets. Il y a une épidémie aujourd'hui, c'est ce que avaient prévu beaucoup de scientifiques. Ils avaient prévenu que ça pouvait survenir, ce phénomène. Et le gouvernement n'a rien fait pour anticiper. Au contraire, ils ont affaibli les systèmes qui auraient pu nous protéger. Et donc, en fait, c'est ça l'objet de ma critique. Donc, c'est pas le discours de BFM, ce que je suis en train de dire là. BFM, ils disent pas ça du tout. Rutel Krief, qui check Macron quand elle le croise, elle va pas dire que le gouvernement est totalement coupable dans cette crise. Elle va dire, c'est tombé du ciel, le gouvernement a fait ce qu'il a pu, et puis au final, il a plutôt bien géré la crise. Tu vois, c'est ça le discours médiatique, c'est ça la doxa. Moi, c'est pas la doxa. Simplement, je refuse de tomber dans le n'importe quoi, qui est de dire que c'est une épidémie imaginaire, c'est le titre d'une des vidéos de Salim Laibi, épidémie imaginaire, épidémie surestimée, que le monde entier s'est mis d'accord pour profiter de la grippe, en fait, la grippe saisonnière, pour mettre en place des mesures coercitives d'ailleurs, qui sont en train de s'autodissoudre. On voit bien que les restaurants réouvrent, que, tu vois, donc, c'est totalement contradictoire par rapport au réel, et c'est ça que je dénonce. Et c'est tout, c'est une critique que j'aimais, on va voir comment il répond aux arguments de fond. Moi, j'attends pas finalement d'une controverse avec Salim Laibi qui me réponde par de la dominem, tu vois, ouais, t'es ci, t'es ça, machin, on s'en fout de moi. C'est juste les arguments qui comptent. Donc on va voir. Donc non, Salim Laibi, je ne rejoins pas la doxa, comme je viens de l'expliquer. C'est plus compliqué que ça, en fait. Ni la doxa, ni toi. En fait, c'est ça ma position. D'ailleurs, c'est pas une vidéo clash, et s'il vous plaît, aucun commentaire insultant, comme toujours. Donc pareil pour moi, c'est pas du tout une vidéo clash, aucun commentaire insultant, même si je sais que les gens qui me suivent sont pas du tout de ce genre de personnes. Mais c'est pas du tout une vidéo clash, je suis pas en train de dire, de vouer aux gémonies Salim Laibi, ceux qui ont envie de l'écouter, l'écoutent. Je dirais même, je suis même prêt à dire qu'il peut dire des choses intéressantes parfois, etc. Mais ce que je critique, c'est ce glissement qu'il fait vers, pour moi, ce qui est du bullshit, souvent. Et c'est ça que je dénonce, et voilà, là c'est argument contre argument. Mais je veux dire, le clash pour le clash ne m'intéresse pas en soi. C'est vraiment du débat de fond. Vincent Lapierre commence par un truc hyper violent, me traitant de boutiquier. Moi, Salim... Alors là, Salim Laibi n'a pas bien compris. Salim, je ne t'ai pas traité de boutiquier. Si tu écoutes bien la vidéo, je dis, il y a beaucoup de boutiquiers sur Internet
qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent par peur de froisser leur public. Ce n'est pas le cas de Salim Laibi. C'est-à-dire que quand je dis boutiquier, je donne ma définition, une partie de ma définition, juste après le mot, tu vois. Et cette définition ne correspond pas du tout à Salim Laibi. Au contraire, je pourrais peut-être limite reprocher à Salim Laibi d'être trop franc et de dire tout ce qu'il pense à son public, mais certainement pas de ne pas dire ce qu'il pense. Je pense que Salim croit vraiment profondément en ce qu'il dit. C'est pas un menteur. Salim Laibi n'est pas un menteur, un manipulateur qui utilise un discours pour se faire de l'argent. D'ailleurs, je rappelle que Salim Laibi ne gagne pas d'argent avec ce qu'il fait là. Il est dentiste, il a une activité, il a une patientèle, il bosse le jour, il fait ses vidéos le soir, il fait ça par passion. Je pense même que ça lui coûte de l'argent. Je pense même qu'il perd de l'argent parce qu'il a des procès, etc., qu'il doit payer une avocate. Je pense que ça lui coûte de l'argent. Donc c'est pas du tout la définition du boutiquier que je donne dans ma vidéo. Salim, tu n'étais pas visé par cet adjectif. Poire à défoncer, comme tu l'avoues toi-même, briquement, il a été très mauvais. Et c'est pas de notre faute, c'est pas parce que nous on a des arguments plus forts, c'est parce que vous êtes mauvais. Mais bon. En fait, c'est pas qu'on est mauvais et que vous seriez plus fort ou pas. C'est juste qu'en fait, moi je n'ignore pas mon ignorance. Toi, Salim, je pense que tu ignores ton ignorance. C'est ça qui fait la différence entre toi et moi. C'est que tu sous-estimes le travail qu'il faut pour t'y connaître dans les domaines de la virologie et de l'épidémiologie. C'est ça le truc. C'est que moi, j'ai une attitude humble de me dire c'est pas pour rien si les gens qui s'expriment dans les revues scientifiques, etc., ont fait 10 ans d'études et qu'ensuite ils ont travaillé pendant Katalin Karikó, qui est celle qui a inventé le vaccin ARN messager. Elle a dû mettre 20 ans à convaincre la communauté scientifique que l'ARN était l'avenir du vaccin, de l'industrie du vaccin. Elle a lutté, c'est elle la Galilée dans l'histoire. C'est pas Salim Laibi qui explique que le vaccin va nous génocider. La vraie Galilée, c'est Katalin Karikó, cette Hongroise qui a émigré aux États-Unis, qui s'est battue pour qu'enfin la communauté scientifique qui ne croyait pas du tout dans l'ARN, parce que l'ARN est trop fragile et qui produit une réaction immunitaire trop forte en fait s'il n'est pas modifié, donc ils n'y ont pas cru, ils n'ont pas misé sur elle. Elle s'est même fait, elle devait avoir un poste de prof à l'université qu'elle n'a pas eu à cause de ses recherches, qui n'étaient selon la communauté scientifique pas prometteuses. Et en fait, c'est elle qui est la Galilée dans l'histoire, tu vois. N'ignorez pas votre ignorance, il n'y a rien de pire que ça, que de s'exprimer sur un domaine ultra précis, ultra spécifique, complexe, sans rien y connaître. Tu vois. Darwin, c'est une phrase de Darwin qui est très intéressante, il dit l'ignorance produit plus d'assurance que de connaissance. Comme ça, tout le monde va pouvoir constater que Vincent Lapierre est un menteur. C'est moi qui ai proposé à Vincent Lapierre de débattre. Donc en fait, là, il faut que je m'explique. Salim dit là que je mens parce que je dis qu'il a refusé un débat contre un scientifique. Ce que je dis est absolument vrai. Et d'ailleurs, on pourra montrer en capture d'écran les messages que je lui ai envoyés. Il m'a répondu par un message vocal qui a disparu parce que c'était en février, il me semble, nos échanges, juste après le débat Chouard-Bricmont. Je lui ai proposé, viens, je te mets en face un scientifique pour que vous puissiez débattre, etc. Et il m'a répondu par message vocal qui a été supprimé malheureusement, mais enfin, il y a mes échanges, enfin, il y a les messages que je lui ai envoyés. Il m'a répondu non, car vous êtes TF1. Un truc comme ça. Il m'a dit non, car c'est bon, c'est impossible de débattre, vous êtes devenu TF1. Tu vois ? Et donc en fait, ça, il n'en parle pas. C'est bizarre parce qu'il ne parle pas de cette offre de débat que je lui ai faite et que j'ai d'ailleurs faite également en public sur Twitter. Je lui ai également proposé un débat sur Twitter contre un scientifique, pour être plus précis, Alex Sam, pour lui dire si tu veux, tu débats contre Alex Sam quand tu veux. Donc c'est sur Twitter, ça c'est visible. Et là, sur Twitter, il m'a pas répondu. Et avant ça, c'est vrai qu'il m'a proposé, même là, il parle de une fois, Salim, tu m'as invité 2 fois en fait à débattre. Souviens-toi. Après la vidéo de Soral, tu m'as dit viens, on débat sur le Covid. Tu m'as dit ta vidéo elle est super, mais on va débattre du Covid parce qu'on n'est pas d'accord. Donc là, je t'ai répondu non parce que j'ai pas le temps et puis parce que j'ai pas envie de me reprendre un second shitstorm parce que j'étais en pleine tempête de merde à cause de cette vidéo sur Soral. Et puis il m'a reproposé un deuxième débat, donc ça c'est l'objet de ce message, dans lequel d'ailleurs on voit très bien que je dis pas pour le moment.
Mais ensuite, juste après le débat Schwartz-Brinckmann, je lui propose à mon tour un débat contre un scientifique cette fois. Et alors là, il faut comprendre la nuance, c'est que je dis non en fait, parce que Salim Laibi veut débattre contre moi. Mais c'est pas à moi de répondre à Salim Laibi, c'est au scientifique. C'est à un scientifique, à la science de répondre à Salim Laibi. Salim Laibi fait des affirmations scientifiques. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je peux répondre sur quelques points, sur quelques aspects que j'aurais étudiés en précision. Et encore, je ne maîtrise pas tout. Je peux répondre sur les contradictions politiques. On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui répond sur Cuba, etc. Mais pour répondre sur le plan scientifique à Salim Laibi, sur le vaccin ARN, sur toutes ces choses-là, c'est un scientifique de le faire, c'est pas à moi. Donc bien sûr, il a beau jeu de dire « Ah, la pierre, machin », mais moi, évidemment que Salim Laibi va me sortir des chiffres de nulle part. « Tiens, je te sors un truc que moi, dont je connaîtrais même pas l'auteur. » Tu vois, enfin, c'est comme ça que ça marche, le millefeuille argumentatif et la loi de Brandolini. Tu vois, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus coûteux en temps et en énergie et en compétences de débunker des affirmations erronées que de les prononcer, en fait, que de les émettre. Et donc c'est pour ça que, évidemment, c'est pas moi qui vais débattre contre Salim Laibi. En revanche, Salim, mon invitation, elle tient toujours. C'est ça le truc. Je vois pas pourquoi je mentirais sur ces messages que je t'ai envoyés et auxquels tu m'as répondu non. Donc je t'ai invité à débattre contre un scientifique. Je vois pas pourquoi je mentirais, à tel point que l'invitation court toujours. Et en plus des invitations, on en envoie en permanence. Et d'ailleurs, y compris au docteur Fouché, qui nous a pas répondu, qui a répondu dans une vidéo très étrangement d'ailleurs, qu'il ne voulait pas débattre avec nous de peur de passer pour un conspirationniste et qu'on était en plus affilié à l'extrême droite. Donc c'est typiquement des arguments libération, trucs que par ailleurs il critique, donc c'est très contradictoire. Enfin bon, bref, peu importe, il aura évidemment le droit de refuser un débat, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, moi ça ne me dérange pas qu'il refuse, mais qu'ils disent ensuite que j'ai menti et que... en fait, le truc de Salim Laibi là, c'est qu'il dit qu'il m'a invité. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il m'a invité en premier. Mais ce qu'il ne dit pas, et c'est dommage, c'est que je l'ai invité ensuite. Voilà, c'est tout. Donc là, je rétablis les faits. En fait, Vincent Lapierre est quelqu'un de faible et de fragile. Je le dis, je l'assume. Ok, donc là, en fait, Salim Laibi fait une attaque ad hominem. Je serai faible, fragile. Donc ça, c'est typiquement le stratagème ultime décrit par Schopenhauer, qui est l'attaque ad hominem. L'attaque ad personam, il est faible, il est fragile. Non, Salim, je suis désolé, admettre ses erreurs, avancer, évoluer, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de force, selon moi. Ce que tu me reproches, c'est au contraire ce qui est bien de faire, c'est-à-dire de se remettre en question et d'avancer dans sa réflexion et de se dire, ouais, bon, là-dessus, j'avais tort, ce que j'ai pensé, c'était des conneries, et en fait, finalement, ceux qui disaient que c'était du complotisme, peut-être qu'ils n'avaient pas totalement tort. Et bien ça, c'est une preuve de force et d'intelligence. Quelqu'un qui ne dit jamais qu'il s'est trompé, méfiance. Quand tu as en face de toi un mec qui ne s'est jamais trompé, qui ne dit à aucun moment, jamais, il fait une vidéo pour dire « bon, ben, excusez-moi, là-dessus, je me suis trompé », c'est super suspect. À quel moment tu vois un être humain qui se trompe jamais ? Ça n'existe pas. Salim Laibi, j'aimerais bien qu'on me trouve une vidéo où il dit bon, bah écoutez, voilà, j'admets, sur cette théorie que j'ai eue, là, bah, en fait, je me suis trompé, ça s'est pas passé comme ça. J'aimerais bien qu'il le fasse, tu vois, mais j'ai un doute. D'ailleurs, on le remarque dans son discours, pendant 2 heures, 2 minutes ou 4 minutes, c'est la secte zététicienne. C'est un turiféraire, un sectateur des zététiciens. Alors, il parle de la zététique. Donc la zététique, c'est l'art du doute. C'est le contraire du raisonnement sectaire. C'est au contraire la remise en question permanente de ses croyances, tu vois, et de ce qu'on croit être vrai. C'est ça la zététique. Donc, en plus, je ne me définis pas moi-même comme un zététicien. Tu vois, j'utilise des outils de ce qu'on appelle la zététique, qui est en fait pour moi tout simplement l'esprit critique. Tu vois. Mais je ne dis pas que je suis un zététicien, jamais, j'emploie jamais ce mot, tu vois. Le truc, c'est que la zététique, c'est le contraire d'une secte. C'est ce qui te permet de sortir du raisonnement sectaire, tu vois. Donc lui, il a beau jeu de dire, ouais, la zététique, c'est sectaire et tout. Mec, en fait, la zététique, c'est déjà avoir conscience de ses biais cognitifs, tu vois. Biais de confirmation, biais de sélection, biais de trahison, biais de tout ça. Tous les biais cognitifs qu'on peut avoir, c'est en avoir conscience et les avoir en soi. Aussi, un autre biais je crois que ça s'appelle le biais de... C'est le râteau, mais en fait, c'est le biais de répartition. Par exemple, notre esprit a tendance à voir le hasard
de manière beaucoup plus homogène qu'il n'est en réalité. C'est-à-dire que si tu demandes à 10 personnes de simuler des lancers de dés par écrit, 1, 6, 4, 3, machin, et ben en fait, tu auras beaucoup moins de répétitions d'un même nombre qu'il n'y en aurait en réalité que ne produirait le vrai hasard, tu vois. On ferait du 1, 4, 3 et maximum 3, 3, 3, puis on repartirait 5, 6, 3, 2, tu vois. Donc notre esprit a tendance à sous-estimer la variabilité des résultats hasardeux, tu vois. C'est ça le truc. Et par exemple, ce biais-là, il faut en avoir conscience, parce que quand tu regardes l'actualité, s'il y a 3 attentats qui se succèdent dans un seul mois, puis rien pendant 3 ans, et ben ton esprit va avoir tendance à dire « Ah bah c'est pas du hasard, c'est la conjonction de certains trucs, il y a un complot, etc. » Tu vois, alors qu'en fait, ça peut être le hasard qui répartit mal les événements, tu vois. Donc c'est ce genre de truc. En fait, ça te sert à ça, juste avoir conscience de tes biais cognitifs. C'est ça la zététique. C'est apprendre, en fait, tout simplement à réfléchir de manière critique, à utiliser son cerveau de façon critique. Donc c'est pas du tout une secte, c'est le contraire d'une secte. Mauvais argument, Salim. Il passe son temps à parler de je note, j'ai noté, Brandolini, le cherry picking, la méthode inductive, le millefeuille argumentatif. Alors la méthode inductive, c'est de la zététique, putain, c'est le débat qui traverse toute la philosophie occidentale depuis l'Antiquité grecque. Tu sais, l'opposition entre logique inductive et logique déductive. Et lui, pour lui, c'est de la zététique, quoi. Salim, c'est juste de la pensée, en fait. C'est juste l'histoire de la pensée et de la philosophie, tu vois. Très étonnant. Ça, c'est l'escroquerie du siècle. Donc, vous ramenez 1000 arguments, mais c'est pas suffisant. C'est un millefeuille argumentatif. 1000 arguments faibles en termes de puissance explicative. C'est ça, le millefeuille argumentatif. C'est pas 1000 arguments forts. D'ailleurs, souvent, quand tu as des arguments forts, tu n'as pas besoin d'en avoir 1000, tu vois. Non, quand tu as 1000 arguments, et que chacun, quand tu en débunkes un, le mec t'en sort 999 autres. Tu vois, c'est ça le millefeuille argumentatif. Et donc, ça donne une impression de solidité par la multiplication d'arguments faibles. C'est ça le truc. Et lui, il croit que... Ah, mais si j'amène 1000 arguments forts, mais Salim, si tes arguments étaient forts, tu n'aurais pas besoin d'en amener 1000. Tu en amènes un. Un seul suffit, tu vois. D'ailleurs, moi, j'en amène un, essentiellement, et on va voir si tu y réponds. Le coup des pays dans des camps opposés géopolitiquement qui se seraient entendus pour le Covid. On va voir si tu y réponds bien. Ça, c'est un argument fort, tu vois. C'est tout, c'est pas le millefeuille argumentatif, c'est pas je donne 1000 arguments forts et personne n'arrive à y répondre, c'est pas ça le truc. Ce qu'on dit, l'effet Brandolini, en fait, c'est que la personne en face de toi, elle multiplie les arguments et en face, en fait, il faut être une tronche dans 100 domaines différents, tu vois, qui concernent la physique, la santé, le truc, l'épidémiologie, la virologie. Dans un même domaine, y compris, j'imagine, en virologie, il y a plusieurs branches de connaissances où dans chacune, c'est des dizaines d'années d'études, tu sais. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut redescendre sur Terre, être humble face à la connaissance scientifique, et puis écouter un peu ceux qui savent, tu vois. Quand j'écris mon livre « La faillite du monde moderne », il y a 500 notes de bas de page, plus les notes qu'il y a dans le corps. C'est écrit tout petit. Il y a 1 200 000 caractères, hein, qu'il n'a pas lu, j'imagine. 500 notes de bas de page, c'est énorme. Toutes les preuves sont là. Les livres, c'est des lectures et des lectures et des lectures. C'est un millefeuille argumentatif. Mais comment peut-on être aussi bête pour sortir des âneries pareilles? Bête, attaque ad hominem. Comment peut-on être aussi bête? Oui, tu es bête, je suis bête, il est intelligent, donc voilà, c'est forcément, tu vois. Mais tout ça, c'est pour le public, en fait. C'est pour que dans l'esprit du public, il imprime l'idée, Vincent Lapierre est bête, Vincent Lapierre est fragile, etc. Donc, dévaloriser l'adversaire pour ne pas avoir à répondre sur le fond ou faciliter la réponse sur le fond, tu vois. On a donné l'impression de dominer le débat, mais c'est pas des arguments forts pour moi, ça. Soral fait exactement ça tout le temps. Soral fait ça tout le temps. Des attaques ad personam, c'est une attaque personnelle toutes les 200 secondes, quoi, tu vois. Même voir toutes les 50 secondes, le mec, il te sort ce crétin de truc, machin, Lapierre, truc. C'est faible, c'est ultra faible. Je te rappelle quand même que c'est moi qui ai attaqué le gourou de ta secte, cher Vincent. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est une bonne chose que Salim a faite. C'est de dénoncer la mythomanie de Sieur Soral. C'est vraiment un truc... D'ailleurs, quand j'étais à l'intérieur et que je regardais les travaux de Salim Laibi sur Alain Soral, bah, je constatais en direct, puisque j'étais à l'intérieur, que 99% de ce qu'il disait s'avérait juste. Donc ça, c'est un vrai travail de débunkage qu'il a fait qui est louable. Alors lui, il se dit de la troisième voie. Ni BFM, ni les réseaux sociaux. Lui, c'est la voie de la sagesse, la voie du milieu, la voie d'or. Non. Nous, on n'est pas les réseaux sociaux, Vincent Lapierre.
Nous, on n'est pas les réseaux sociaux. Moi, ça fait 15 ans que je lis des livres, parce que Vincent Lapierre a découvert une vertu, là, dernièrement, la lecture. C'est-à-dire tout ce que tu avais fait jusqu'à présent, tu n'avais pas lu, en fait. C'est faux. Attaque ad hominem, franchement, de bas étage, ça m'étonne de toi, Salim. Évidemment, je n'ai pas découvert la lecture aujourd'hui, tu vois. Je lis depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Simplement, ce que je dis dans ma vidéo, c'est la lecture intensive. C'est de ça dont je parle. C'est que je me suis mis à 3 heures de lecture par jour, ce que je ne faisais pas avant. Avant, j'avalais un livre tous les 2 mois, tu vois. Et je pense que d'ailleurs, c'est une moyenne plus élevée que la moyenne des gens. Tu vois, déjà rien que ça. Mais je veux dire, là, avec 3 heures de lecture par jour, j'arrive à lire plus de 1 livre par semaine. Des fois 2, tu vois. C'est ça la grosse différence. C'est de ça dont je parle. Je dis pas que j'ai découvert la lecture aujourd'hui. Ça, c'est un sophisme, Salim. C'est une réinterprétation de ce que je dis. C'est pas la vérité, Salim. Toi qui es un parangon de la vérité, là, en l'occurrence, ce n'est pas la vérité. Tu déformes mes propos. Moi, j'ai fait que ça pendant 15 ans. Juste lire. Tout le temps lire. Tout le temps. Acheter des livres et les lire. Et partager mes lectures. Oui, mais Salim, le truc, c'est pas juste lire. C'est quand tu instruis sur un sujet, tu instruis à charge et à décharge. C'est-à-dire que par exemple sur le Covid, certes tu vas lire les publications de l'IHU de Marseille, mais tu vas aussi lire ceux qui débunkent les publications de l'IHU de Marseille. Tu fais le travail des 2 côtés, tu vois, tu ne te contentes pas de marcher à cloche-pied. C'est ce que je disais dans la vidéo. C'est que tu handicapes ton esprit si tu te prives de tout ce qui va à l'encontre de tes croyances. Et donc, lire, bien sûr, je ne doute pas un seul instant que tu aies lu beaucoup de livres, Salim Laibi. Mais si tu as lu les livres de contre-culture seulement, ou les livres de toutes ces maisons d'édition qui publient en fait toujours la même chose et toujours les mêmes idées, qui sont dans une bulle cognitive, eh ben forcément, tu as renforcé tes croyances et tu t'es pas ouvert aussi à ce que disent ceux qui pensent différemment. Et l'idée, c'est vraiment ça, d'instruire à charge et à décharge. Quand tu choisis un bouquin ou un sujet, tu peux lire les livres... de toute façon, c'est pas compliqué. Par exemple, sur les vaccins, franchement, faites vous-même le test, tapez vaccin sur Google, livre, vaccin, livre, et les premiers bouquins sur lesquels vous allez tomber, c'est des bouquins anti-vaccins, en fait. J'étais très surpris par ça. Vous allez tomber sur le bouquin de Tal Chaleur, Vaccin, un génocide mondial. Tu vois. Donc oui, ok, pourquoi pas lire ça, effectivement, mais il faut aussi lire les bouquins de scientifiques, de renom, etc., qui expliquent l'histoire des vaccins, comment ça fonctionne, machin, ou tout simplement ces cours de biologie de terminale, tu vois, en fait. Donc oui, lire, bien sûr, Salim, mais as-tu instruit à charge et à décharge? C'est ça la vraie question. Par contre, Vincent, quand on a toutes ces casseroles, cette fragilité intellectuelle, un peu de modestie, un peu. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je fais que ça, d'être modeste et de dire attention, donc je le répète, je ne suis pas un spécialiste. Je peux me tromper. Et d'ailleurs, j'aurais grand plaisir, si je me trompe, à dire que je me suis trompé. C'est totalement à contre-courant de ce que font tous les autres. Moi, j'aime bien le faire, justement. Ok, je me suis trompé, je le dis, je me suis trompé, tu vois. Et c'est, à mon avis, c'est pas une faiblesse, ça, Salim. C'est une force. Fais, toi, une vidéo où tu dis que tu t'es trompé sur telle et telle chose. À moins que tu ne te sois jamais trompé, ce qui serait très, très étonnant, extraordinaire, surhumain. Mais voilà, dire qu'on s'est trompé, c'est pas une faiblesse. Encore une fois, je le répète. Et puis par rapport aux casseroles, donc il revient sur ER, etc. Mais Salim, c'est pas un argument, ça, parce que je peux te dire la même chose de toi. Toi aussi, tu as été avec Dieudonné, avec Soral, avec tous ces gens-là, tu as été avec eux. Donc voilà, je dis à Salim Laibi l'argument de dire Vincent, il a des casseroles, mais toi aussi, tu as des casseroles, Salim. Tu as les mêmes casseroles que moi, en vrai. Tu étais avec eux. T'as mangé tout cru leur discours. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai remarquer, c'est que moi, je suis sorti physiquement de toute cette mouvance dégueulasse, mais j'en suis aussi sorti intellectuellement et spirituellement, tu vois. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, c'était une escroquerie à la fois économique, en fait, un moyen de ramener des gens, puis un moyen pour Soral de faire du fric et de baiser des gonzesses, tu vois, ça je l'ai dit. Mais j'en suis aussi sorti intellectuellement. J'ai compris que Soral était un sophiste, est un menteur, et que c'était, en fait, toute sa vision était une vision paranoïaque du monde. Simplement, Salim Laibi en est sorti physiquement. C'est vrai, il est indépendant, il est dentiste, il critique ce milieu, etc. Mais intellectuellement, il produit les mêmes analyses que Soral. Sur le Covid, ces analyses sont très proches de celles d'Alain Soral. Donc tu vois, c'est la critique que je formulerai. Donc Salim, fais le travail jusqu'au bout. C'est très laid. Nous, au moins, on a été censurés. On est censurés par tout le monde.
censuré par... Sa vidéo, elle est sur Facebook quand même, donc censurée par tout le monde, sauf par Zuckerberg, d'une part. Et en plus, c'est un argument aussi qu'utilise Soral. Moi, je suis censuré, donc je suis le pur qui suis en dehors qui suis pas du tout dans la compromission. Mais le truc, c'est que ça fait 10 ans qu'ils sont sur YouTube. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 ans, en fait, c'était des affidés du pouvoir en place. Salim, cet argument, il tient pas. C'est pas parce que il y a plein de gens qui sont pas sur YouTube. Les néo-nazis sont pas sur YouTube, tu vois. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont raison? Je veux dire, c'est pas un argument valable. Tu comprends? C'est pas parce que t'es pas sur YouTube que YouTube t'a viré que forcément t'as raison. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas aussi simple que ça. Tu vois, YouTube là est très 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 tatillon et je suis contre d'ailleurs cette censure. Je pense qu'il faut répondre aux gens par des arguments, par la rationalité, par la discussion, etc. Mais en ce moment là, YouTube est très très à cheval sur les informations scientifiques sur le Covid. Nous-mêmes, on s'est pris un avertissement pour fausse information médicale parce qu'on a été en fait ironique dans une vidéo. J'ai fait une vidéo où en fait j'allais à la rencontre des Français au moment du 3e confinement pour voir à quel point c'était un confinement dictatorial, tu vois. Et en fait, je remarquais que tout le monde était dans la rue. C'était pas vraiment, ça n'avait rien à voir avec le premier confinement que j'avais fait où vraiment là pour le coup il y avait les Champs-Élysées vides, tu vois. 3e confinement, il y avait du monde, c'était pas du tout pareil. Et en fait, ironiquement, je disais aux gens, alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un génocide en cours? Les masques, est-ce que vous pensez que ça tue, etc. Et en fait, l'algorithme YouTube ne reconnaît pas le second degré, et donc nous a censuré cette vidéo, et mis un avertissement sur la chaîne, donc on n'a plus que 2 vies sur YouTube, pour fausse information médicale. Peu importe. Mais enfin, non, c'est pas pour ça que je vais dire, regardez, j'ai eu un avertissement, je suis un résistant, tu vois. Enfin, je veux dire, ce serait mentir aux gens. On n'a pas soigné. On a interdit aux médecins de soigner. OK? Donc là, il revient sur l'hydroxychloroquine et sur, j'imagine, l'ivermectine, etc. Moi, je ne suis pas du tout de l'avis de Salim Laibi. Moi, je pense que sur l'hydroxychloroquine, il y a beaucoup de méta-analyses et de données qui sont très fiables, montrant qu'en fait, il n'y a pas d'effet, ou s'il y a un effet, il est très faible, très marginal, voire même peut-être, pour certaines études, un effet légèrement néfaste de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, les deux ensemble. Donc je pense pas du tout que là, parce que lui, il affirme qu'on a empêché les médecins de soigner avec un médicament qu'on aurait. Donc il y aurait un médicament pas cher, qui soignerait, qui serait au résultat spectaculaire, comme le disait Didier Raoult, au résultat spectaculaire, mais que dans le monde entier, à l'exception de quelques pays qui l'ont donné, mais qui ont quand même connu des pics, comme par exemple l'Inde, ils donnaient de l'ivermectine, et ils ont quand même connu des pics d'accueil et des pics de Covid. Donc, dans le monde entier, en fait, on aurait caché un médicament au résultat spectaculaire. Je m'intéresse quand même assez en précision au Venezuela, et au Venezuela, c'est l'un des pays où, en fait, ils donnaient, ils ont même, Maduro a acheté des stocks d'hydroxychloroquine, et ils donnaient de l'hydroxychloroquine en prophylaxie, etc. Je regarde les vidéos quotidiennes de Maduro, et il n'en parle plus. Il n'en parle plus de l'hydroxychloroquine. À quel moment il a dit « ouais, c'est génial, ça marche, on n'a pas d'épidémie ». C'est pas vrai, il a continué à prendre des mesures, il a cherché d'autres molécules, il a même déposé des molécules à l'OMS pour qu'elles soient testées en double aveugle, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les pays qui utilisaient l'hydroxychloroquine, en fait, ont arrêté de l'utiliser parce que les résultats n'étaient pas probants. Et un truc aussi qui, moi, m'a convaincu, bon, au-delà du fait que Raoult a affirmé que l'hydroxychloroquine, c'était la solution. Il a commencé par la chloroquine, il a dévié sur l'hydroxychloroquine, parce qu'il y avait une étude chinoise qui démontrait, les Chinois, qui sont plus forts que nous, ont démontré que ça marchait, alors qu'en fait, ils se basaient sur un compte-rendu de réunion sans données brutes, tu vois. Ça, c'est vraiment un argument qui, c'est l'argument qui m'a convaincu que c'était vraiment pas du tout net, cette histoire d'hydroxychloroquine. Et autre chose, l'hydroxychloroquine, elle est prise par ceux qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, tu sais, mais genre tous les jours à dose assez conséquente. Et ben quand tu regardes les groupes de gens qui en prenaient en fait en prophylaxie, donc tous les jours, en traitement, et ben ils ont été touchés de la même façon, avec le même taux de mortalité, ils ont été touchés de la même façon par le Covid que ceux qui n'étaient pas du groupe polyarthrite rhumatoïde. Je veux dire, ce sont quand même des arguments qui sont forts, tu vois, qu'on doit prendre en compte. Ou alors, si on est dans la logique de Salim Laibi, il faut répondre à tout ça. Il faut répondre à ces arguments.
faut pas se contenter de continuer sa route sur sa pensée, là, en disant toujours les mêmes choses. Et puis, à chaque fois qu'il y a un argument qui vient contredire ta thèse, ben, tu n'en parles pas, en fait. Tu t'en parles pas. On n'est pas obligé de recevoir un chèque. Hein. Il suffit juste d'être fragile, d'être influençable comme tu l'es. C'est tout. Je pense, hein. C'est mon humble avis. Waouh. Maintenant, il parle des... C'est stratagème ultime. Boum, boum, il dépasse il remplit la barre, quoi. Putain, c'est tout, c'est de la persona, ad personam en permanence. T'es faible, t'es fragile. Il répète ça comme un rouleau compresseur pour que ça imprime dans le cerveau des gens, tu vois. Mon adversaire est faible et fragile et c'est du Soral, Salim, c'est du Soral. Je suis désolé, t'es sorti physiquement du truc, mais pas mentalement en fait. T'es toujours toi dans cet esprit-là. Hein. T'as dit que c'était pas une vidéo clash, mais. Donc je te rappelle, Vincent Lapierre et nos auditeurs, Libération, Check News, France 24, AFP Factuel, Le Monde, les décodeurs. En 2020, il nous expliquait que le virus il ne pouvait pas être humain. C'était une théorie du complot. Et en 2021, non, ça va, il y a de très grandes possibilités qui viennent d'un laboratoire. Et c'est deux choses différentes, Salim. Tu opposes deux thèses différentes. En fait, il y a au total 4 thèses de l'origine du Covid. Première thèse, c'est la zoonose, qui reste majoritaire en fait dans la communauté scientifique. C'est-à-dire que le virus viendrait d'une espèce source, puis d'une espèce intermédiaire qui se serait ensuite donc transmis à l'homme. Première hypothèse. Ensuite, 2 hypothèses de création par l'humain. Première hypothèse, création synthétique d'un virus qui se serait échappé malencontreusement d'un laboratoire. Création d'un virus par l'humain, mais qui serait en fait une arme bactériologique ou une arme en gros humaine, et qui se serait donc répandue volontairement dans la population. Et quatrième hypothèse, un virus qui aurait été prélevé dans la nature, qui aurait été mis dans une fiole, et qui aurait été étudié en laboratoire, mais qui se serait échappé malencontreusement, accidentellement d'un laboratoire. Et en fait, il y a une confusion dans l'esprit de Salim entre les 3 dernières hypothèses. Pour lui, dans le premier cas, en mars 2020, les médias se moquaient de ceux qui pensaient que c'était un virus créé en laboratoire. Ce n'est pas la même thèse que celle pour lesquelles ils disent qu'il y a de plus en plus de faits qui pourraient abonder dans le sens de cette 4e théorie, qui est que le virus qui aurait été prélevé dans la nature s'est échappé du laboratoire. C'est de ça dont il parle. C'est de cette 4e thèse. Et lui, en fait, il mélange tout. Il dit, regardez, les médias disent qu'on avait raison. Ils disent que ça vient d'un laboratoire. Oui, mais toi, en fait, tu disais et tu dis toujours qu'il a été créé en laboratoire. Et les médias ne disent pas ça, ni les scientifiques, ni l'OMS. Il n'y a que Trump, en fait, qui défend cette théorie. C'est Trump qui, dès le départ, a dit « ça a été créé par les Chinois pour nous faire du mal », tu vois, en gros. Et d'ailleurs, les Chinois, je crois qu'à l'époque, on dit, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait certains Chinois du gouvernement qui disaient que c'était en fait des soldats américains qui avaient amené le Covid. Tu vois, donc en fait... Mais la thèse de la communauté scientifique mondiale privilégiée est celle de la zoonose et de plus en plus, éventuellement, l'échappée du virus du laboratoire de Wuhan. Mais à aucun moment, ils affirment que le virus a été créé en laboratoire, à part quelques scientifiques isolés, tu vois. Donc c'est cette clarification qu'il faut faire, parce que ça, je le vois, et ça s'est répandu partout, en fait, cette confusion des différentes hypothèses-là. Donc c'est exactement ce qu'il fait, il bascule sur la même phrase, là, vous venez de l'entendre. Il a dit, tu vois, il se moquait des gens qui disent qu'il a été créé en laboratoire, et maintenant ils disent qu'il provient d'un laboratoire. Mais c'est 2 choses différentes, créer en laboratoire et provenir d'un laboratoire. Pour rester sur ce point de la création en laboratoire, il y a une contradiction fondamentale dans ce discours. C'est qu'ils disent le virus a été créé en laboratoire. C'est ce que dit Étienne Chouard face à Jean Bricmont. Il dit 99,9% de chances qu'il a été créé en laboratoire. D'ailleurs, je lui dis, mais tu crées ou échapper d'un laboratoire? Et il dit créer dans un laboratoire. Donc ils pensent qu'il a été créé en laboratoire. Ils pensent qu'ils ont réuni suffisamment de preuves pour pouvoir affirmer qu'il a été créé en laboratoire. Très bien. Mais en même temps, ils disent qu'il n'y a pas de saturation dans les services de santé. Donc en fait, c'est même pas le Covid. C'est-à-dire que les Chinois à Wuhan, dans leur laboratoire P4, ils n'ont pas créé le Covid-19,
ils n'ont pas créé le SARS-CoV-2, ils ont créé la grippe, en fait, puisqu'ils disent que c'est la grippe que les gouvernements surdimensionnent pour pouvoir instaurer une dictature sanitaire. Donc, les Chinois ont créé la grippe, ils ont créé la grippe en laboratoire, qui s'est échappée, donc qui est une arme qu'ils ont laissé échapper, pour que les gouvernements... mais pourquoi ils ont créé la grippe en laboratoire? Pourquoi ils n'ont tout simplement pas utilisé la grippe normale? Tu vois? Et que ce virus qui donc est créé en laboratoire n'a même pas fait saturer les services de réanimation. Donc ils voulaient créer un virus létal, et puis en fait, oups, ils ont créé un virus qui en fait n'est pas très létal, et dont les gouvernements disent qu'ils saturent les réas sans réellement les saturer, en trafiquant les chiffres, les données. Donc ouais, c'est ce que je dis, ils ont créé la grippe en laboratoire, bravo les Chinois. Je trouve ça totalement délirant, et contradictoire, et ça tient pas debout, quoi, en fait. Ils ont tout trafiqué. On sait aussi, cher Vincent, que les taux d'incidence sont totalement falsifiés. Voici les vrais taux d'incidence. Ok, voilà. Les vrais taux d'incidence. Salim, je suis pas d'accord. Donc toi, tu utilises les chiffres de Sentinelle pour dire que les taux d'incidence sont trafiqués, qu'ils ont été surestimés. Mais en fait, tu as été débunké là-dessus, Salim Laibi. Tu as été débunké par l'AFP Factuel. Et tu ne réponds pas aux arguments de l'AFP Factuel. Quand on lit l'article de l'AFP Factuel, qu'on mettra en description, ils disent que le réseau Sentinelle, c'est un petit pourcentage des tests PCR positifs, en réalité. C'est pas la totalité, c'est juste une partie seulement des médecins généralistes. C'est un faible pourcentage de la totalité des tests qui ont été effectués. Donc forcément, le taux d'incidence est plus bas quand tu regardes ces chiffres, puisqu'ils ne prennent pas en compte la totalité. Ils ne prennent pas les EHPAD, ils ne prennent pas les hôpitaux, ils ne prennent pas les tests gratuits faits qu'on voit beaucoup dans la rue, sous des chapiteaux, etc. Donc forcément, le taux d'incidence est plus faible avec les chiffres qui montrent. Mais Salim Laibi, l'AFP Factuel, te l'a dit, ça a fait un article en te citant nommément, un article rien que pour toi. Pourquoi tu ne le dis pas aux gens qui te suivent? Moi, je veux bien que tu affirmes ça. Et je veux bien que l'AFP Factuel te réponde par des arguments. Il y a une controverse entre vous. Mais dis-le aux gens qui te suivent qu'il y a une controverse, que tes propos ont été... qu'il y a une réponse de la part de l'AFP, et réponds à cette réponse. Sinon, c'est bizarre. Sinon, ça veut dire qu'en fait, quoi qu'on dise, quels que soient les arguments qu'on t'amène, bah, ça change rien à ce que tu penses, en fait. Ça n'a aucun impact. Tu continues à dire, même s'il y a des trucs très forts. L'AFP Factuel dit que, attention, ce chiffre, tu l'interprètes mal. Ce chiffre, c'est pas la totalité des tests qui ont été faits. Ils prennent pas en compte les hôpitaux, les EHPAD et les chapiteaux. Il y a plein de tests qui n'ont pas été pris en compte par le plan Sentinelle, qui est en fait une tendance, simplement. Ça indique une tendance. Ça indique pas une valeur absolue. Que réponds-tu à ça? Je te pose une question, réponds à cette question. Le réseau Sentinelle, il n'y a que le réseau Sentinelle. C'est pas moi qui te réponds, Salim. C'est des scientifiques. C'est des mecs qui bossent et qui ont connaissance, des épidémiologistes qui ont connaissance de tout ça. Et que l'AFP Factuel est allé interviewer. C'est pas moi qui dois te répondre à tout ça. C'est des gens qui s'y connaissent. Et c'est plus compliqué que tu ne le dis, que de la façon dont tu... C'est toi de répondre aux arguments des spécialistes qui t'ont répondu. C'est pas à moi de te répondre. Moi, je dis juste, voilà, l'AFP Factuel dit ça, toi tu dis ça, maintenant, comment tu fais? Si tu réponds pas, c'est eux qui ont parlé en dernier, c'est eux qui ont raison. Si tu réponds par des arguments forts, alors ce sera à eux de répondre. Si tu fais semblant de faire croire qu'il n'y a pas de controverse, ce que tu dis, et c'est comme ça, c'est la vérité absolue, et que personne n'a réussi à débunker ça, bah forcément, tu as raison. Mais tu as raison dans ta petite communauté qui n'a pas connaissance de la controverse scientifique. Donc, mauvais argument. Après, il nous dit, oui, il faut partir des faits, toujours des faits. Oui, c'est très bien de partir des faits. Revenons aux faits, réseau Sentinelle. Revenons aux chiffres du VAERS, le réseau de pharmacovigilance américain. Le VAERS, c'est uniquement déclaratif. N'importe qui peut mettre n'importe quoi sur le VAERS. C'est pas une source fiable d'information. Ça, c'est un truc qui me fait halluciner. Il dit le VAERS, mais oui, le VAERS, mais sur le VAERS, tu trouves tout et n'importe quoi. T'as même un mec dans le VAERS qui s'est transformé en Hulk après le vaccin. Donc non, c'est pas fiable comme information, Salim, je suis désolé. Alors il dit oui, mais Macron, si c'était faux tout ça, Macron, il se trompe pas seul, tout le monde entier se trompe. Oui, la guerre en Irak, en Afghanistan, tout le monde entier s'est trompé aussi. Vincent, tu fais semblant de découvrir ça? Mais c'est fou ce qu'ils disent. Hein. C'est fou qu'ils disent ça. C'est fou qu'ils utilisent cet argument. J'avais sauté cette partie de la vidéo comme je l'ai regardée la première fois. C'est dingue qu'ils disent ça. Sur la guerre en Irak, on vit dans un pays
qui s'y est opposé à la guerre en Irak. Et il dit que sur la guerre en Irak, tout le monde s'est trompé. Non. De Villepin, au Conseil de sécurité de l'ONU, il a dit non, on va pas. Si les Américains avaient demandé un vote de l'ONU, ils n'auraient pas pu, ils n'auraient pas eu l'aval des Nations Unies. Ils n'ont pas eu l'aval des Nations Unies. Ils y sont allés sans les Nations Unies. À la guerre en Irak, sans leur aval, sans l'accord des Nations Unies. Il y a des dizaines et des dizaines de pays qui se sont opposés à la guerre en Irak. Il n'y avait pas du tout un consensus mondial sur la guerre en Irak. Je ne comprends même pas qu'ils puissent utiliser cet argument, quoi, tu vois. Vincent, sérieux, toi, tu fais semblant de découvrir ça. Quand ils ont fait une alliance pour attaquer l'Irak, ils sont tous allés. Ça, c'est chaud, hein. C'est chaud de dire ça. Puis, en fait, c'est pas chaud de le dire, c'est aussi chaud de le croire. Tous ceux qui sont là et qui disent « ouais, bah, il a raison », c'est compliqué, hein. Les gars, vous vivez dans un pays qui s'est opposé à la guerre en Irak. C'est le seul truc bien qu'ait fait Chirac, tu vois. Et il n'y a pas que la France, hein. L'Allemagne aussi, les pays d'Amérique du Sud, aux Nations Unies, c'était chaud, hein, pour les États-Unis. Là, ce que je veux mettre en évidence, c'est que cet argument qui est fort, de dire c'est bizarre ce faux consensus scientifique qui s'établit dans le monde entier, qui produit une réaction asynchrone et différente de tous les pays du monde, au même moment, ou quasiment au même moment, dans la même période du moins, eh ben, ce consensus est très étrange. Il y répond en disant « mais si, regarde, la guerre en Irak ». Ben justement, la guerre en Irak, non, il n'y a pas eu de consensus sur la guerre en Irak. Salim Laibi, qu'est-ce que c'est que cet argument en carton ? Donc oui, ils se trompent tous parce qu'il y a des leaders ultra puissants, que tout le reste des pays du monde, c'est des dictatures avec des dirigeants qui ont caché leur argent dans les banques occidentales, que s'ils ouvrent leur gueule de travers, ben, ça va être casse-prison, ils ramassent, ils bloquent, ils gèlent leur compte bancaire. Donc rien de nouveau sous le soleil de Satan. Rien de nouveau. Hein ? Tous corrompus, tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre eux, en fait. Il n'y a pas d'opposition géopolitique, tu vois. Entre la Russie et les États-Unis, c'est même combat, tu vois. Chine, États-Unis, même combat. Cuba, États-Unis, blocus de 60 ans, tu vois, quand même. Même combat, en fait. Raúl Castro et Joe Biden, même combat. Ils sont main dans la main, ils marchent main dans la main. Écoute, si ça convainc des gens, ouais, ok, d'accord. C'est chaud, hein. C'est très chaud. Il nous prend l'exemple du Venezuela et de Cuba. Oui. Comme si c'était des exemples de vertu, de... Mais tu plaisantes ou quoi ? Mais tu plaisantes. Ils n'ont rien à manger au Venezuela. À Cuba, ils partent à la nage aux États-Unis. Oh, putain, mais cet argument, c'est le discours médiatique auquel je m'oppose, tu vois. C'est justement pour ça qu'il faut des voix dissonantes par rapport à la voix du système. Et là, lui, il se fait l'apôtre de ce que disent les exilés cubains, de ce que dit le gouvernement américain, de ce que disent les médias occidentaux. C'est Cuba, regardez, ils partent à la nage. Mec, déjà, c'est faux, ils partent pas à la nage. Ils s'en sortent très bien par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est-à-dire de blocus complet de leur économie depuis 60 ans. Relire le livre de Victor Dédage que j'ai ici, Cuba sous embargo, où justement c'est des témoignages de Cubains. Il démontre très bien que les Cubains, sur plein de domaines, et notamment le domaine de la santé, les Cubains s'en sont très bien sortis. Mais tout ça dans un contexte de tension géopolitique énorme, fantastique, disproportionnée, de la part de la première puissance industrielle et militaire du monde, que sont les États-Unis. Tu vois, il y a une opposition politique qui ne peut pas nier, tu vois, une opposition politique, économique, idéologique, de fond. Donc c'est dingue que Salim Laibi se fasse le porte-voix de justement les médias du système dominant, tu vois, qui mentent en permanence sur Cuba et sur le Venezuela. Eux pourraient dire « Regardez, il meurt de faim, le Venezuela, regardez, à Cuba, il s'enfuit à la nage de Cuba. » Mais c'est faux. Déjà, c'est faux factuellement. Les Cubains ne s'enfuient pas à la nage de Cuba. Ça n'aurait pas pu tenir 60 ans. Tu vois, une population qui veuille partir, qui en a marre du régime, et que si ce régime était impuissant en fait à répondre aux besoins élémentaires, ça peut pas tenir 60 ans, une telle révolution, tu vois. Or, elle a tenu 60 ans et elle tient encore debout. Et en fait, tu vois bien que ce que dit Salim Laibi, là, les Cubains, l'image d'Épinal, les Cubains qui s'en vont à la nage, est faux. Ça, c'est le discours des Cubains de Miami, de l'opposition à Fidel Castro et le discours du gouvernement américain qui veut absolument faire tomber le régime par tous les moyens. Et ils ont des centaines de fois essayé d'assassiner Fidel Castro, la baie des cochons où ils se sont lamentablement humiliés en perdant contre Cuba, les États-Unis d'Amérique, tu vois.
Pareil pour le Venezuela. Le Venezuela, l'année dernière, ils ont encore tenté, par une pseudo-invasion par des mercenaires américains, ou enfin vénézuéliens d'opposition, ils se sont lamentablement humiliés, encore une fois, dans cette tentative-là. Et ça, enfin, Salim Laibi n'en parle pas. Il oublie ça tout d'un coup, tu vois. On meurt de faim au Venezuela et on part à la nage de Cuba. Je veux dire, c'est les médias mensonges. En fait, il reproduit les médias mensonges parce qu'il n'arrive pas à répondre à cet argument fondamental, qui est un argument très fort. J'attends la réponse. Ici, je vais voir s'il la donne après, c'est pas sûr. Mais qui est de dire que des gouvernements opposés géopolitiquement, dans la thèse, si on reprend la thèse du faux consensus mondial et de l'entente entre tous les pays, se sont entendus entre eux pour faire croire qu'il y a eu une pandémie alors qu'il n'y en avait pas, pour serrer les boulons de leur population, pour les confiner chez eux, leur obliger à mettre le masque, pour les vacciner, etc. Et donc, qu'est-ce que tu dis de Cuba qui a fait ça, en fait, qui a non seulement fait un confinement, obligé à mettre des masques, imposé la distanciation sociale, mais qui a aussi produit un vaccin, qui a utilisé son budget précieux, très précieux, pour produire un vaccin coûteux qu'elle va en plus donner. Donc tu peux même pas dire, ouais, ils ont fait ça pour gagner le marché du vaccin. Non, ils vont pas le vendre, ils vont le donner, en fait, aux pays sous-développés. Donc, comment tu réponds à ça? Tu n'y as toujours pas répondu, là, Salim. Là, Salim, tu m'as dit que les Cubains, ils partaient à la nage, et ça, c'est le discours du gouvernement américain, c'est le discours des médias occidentaux, c'est le discours de BFM TV, c'est le discours des opposants de Miami. C'est pas une réponse, tu vois. Puis tu ne réponds même pas à la question, en fait, en disant les gens partent à la nage. Tu veux dire quoi par là? Que le gouvernement cubain est pauvre? Bah ouais, ok, mais ça répond pas à la question. Pourquoi ils ont fait tout ça? C'est au contraire, en plus du fait qu'ils soient pauvres, ils ont, quand bien même ils soient pauvres, ils ont appliqué ces mêmes mesures que la France, que les États-Unis, que la Corée du Nord. La Corée du Nord, qui est dans une situation économique, franchement, pour le coup, dramatique, tu vois, avec eux, ils sont proches de la famine, tu vois. Donc, quand ils prennent des mesures comme ça, dire que c'est pour renforcer son pouvoir, Kim Jong-un, qui ferme les frontières, qui empêche les importations des biens chinois, c'est chaud quand même, tu vois. Renforcer son pouvoir, en plus, Kim Jong-un, moi j'y suis allé, je peux te dire que pour te promener dans la rue, t'es toujours accompagné par un type, quoi. Je veux dire, t'as les mecs, ils marchent tout droit. Hein. Donc lui aussi, il a voulu renforcer sa dictature. Il n'était pas suffisamment un dictateur, en fait. Kim Jong-un aussi, il a profité, il a saisi au vol la crise du Covid pour renforcer sa dictature. Mais ça n'a aucun sens. C'était déjà, je ne suis pas sûr que tu puisses faire plus. Tu vois, les gens sont sous contrôle. Ils adhèrent totalement au régime. Tout le monde, il n'y a pas d'opposition politique. Je veux dire, il n'a aucun intérêt à faire ça, si ce n'est produire une famine qui peut potentiellement produire des révoltes. Tu vois, enfin, je veux dire, non, ça ne tient pas debout. Pareil pour la Russie. Il dit, ouais, Poutine, il marche main dans la main avec les États-Unis. Mais comment? Mais la Russie subit des mesures économiques très restrictives de la part des États-Unis. Ils ne sont pas du tout dans une entente, dans une logique d'entente et d'amour réciproque, tu vois. C'est délirant de dire ça. Il nie totalement les différents géopolitiques entre les nations. Il la nie, en fait. Pour faire rentrer le triangle de sa théorie dans le carré de la réalité, il aplanit totalement les relations interétatiques, tu vois. Il dit, non, mais en fait, ils sont tous main dans la main. Mec, c'est pas la réalité, en fait. Il y a un blocus sur Cuba qui s'est même renforcé durant l'année 2020. Le blocus contre Cuba s'est renforcé à cause de Trump. Le blocus sur le Venezuela s'est renforcé à cause de Trump. Les mesures contre la Russie sont renforcées à cause de Trump. Les mesures contre l'Iran se sont renforcées, même on a frôlé la guerre entre l'Iran et les États-Unis, qui a été en fait pratiquement stoppée par la crise du Covid, mais ils n'étaient pas loin. Je rappelle qu'1 ou 2 mois avant la crise du Covid, Trump bombardait les Iraniens, quoi, tu vois, au drone, et les mesures restrictives se sont encore renforcées. Mais tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est du cinéma, en fait. Tout ça, c'est pour faire joli. Mais en vrai, par derrière, ils se tiennent tous par la main. Tout ça présidé par Klaus Schwab, tu vois. Pour un virus créé dans un laboratoire chinois, donc par les Chinois, qui tue pas. Qui tue moins que ce que disent les médias. Donc en fait, c'est un virus de synthèse qui n'est pas dangereux. Je sais pas, ils auraient pu prendre la grippe, ils auraient pu même ne rien prendre du tout et faire croire qu'il y avait une maladie à ce moment-là, tu vois. Tout simplement. Pas besoin de se faire chier à créer un virus qui ait la létalité de la grippe. Enfin, je comprends pas l'intérêt. Enfin bon, tout ça est totalement tiré par les cheveux. Et moi, quand je dis ça, il me répond que les Cubains partent à la nage et que les Vénézuéliens meurent de faim.
qui sont des médias mensonges, des médias dominants. C'est fou. D'abord, juste explique-moi un truc. Tu me dis, oui, mais les Américains, ils n'ont pas voulu vendre des vaccins au Venezuela, donc ils ne veulent pas tuer la planète entière. C'est complètement bidon. Le vaccin de Pfizer, il est à 18 $, je crois, ou Moderna. Ils sont à 18-20 $ pièce. Avec quoi il va l'acheter, Maduro? Tu te fous? C'est fou qu'ils disent ça, hein, vraiment, parce que, pour le coup, Maduro, il le dit, quoi. Tu vois. Il dit, on a demandé à Pfizer si on pouvait acheter du vaccin, leur vaccin, et ils ont dit non. Ils ont dit non parce qu'ils ont des restrictions liées à toutes les mesures économiques qui ont été prises par les États-Unis. Et en fait, Pfizer et Moderna, ou Pfizer, en tout cas Pfizer c'est sûr, ne vendent pas son vaccin aux ennemis idéologiques des États-Unis. Ceux pour lesquels il y a des restrictions économiques qui ont été imposées par l'État américain. Et en fait, il répond à ça, à cette contradiction fondamentale, parce que si c'est le cas, si sa thèse est fondée de dire que le vaccin Pfizer est dangereux, plus dangereux qu'on nous le dit, voire même pour certains, comme par exemple Étienne Chouard, est à la base d'un populicide potentiel, pourquoi ils ne le vendent pas aux ennemis idéologiques des États-Unis à ce moment-là? C'est totalement contradictoire, tu vois. C'est les premiers. Ils devraient même leur donner l'argument de dire ils n'ont pas l'argent pour l'acheter, mais je veux dire, c'est pas cohérent, parce que si c'était un poison, ils le donneraient, ils le vendraient pas, tu vois. Et en plus, Maduro ne dit pas qu'il n'a pas l'argent pour l'acheter, il dit ils ont refusé de nous le vendre. Il dit on est obligé d'acheter le vaccin russe parce que sinon on n'avait pas de vaccin en fait. Donc ils ont acheté 10 millions de doses de vaccin Sputnik. Pareil pour Bachar al-Assad, qui est actuellement en guerre, tu vois. Et ben lui aussi a acheté des doses du vaccin Sputnik, tu vois. Pourquoi, si c'est une fausse pandémie? Il répond pas à ça en fait. Il répondra jamais à ça, parce qu'il n'y a pas de réponse à ça en fait. Ça détruit trop sa théorie de l'entente, du truc tous pourris, ils s'entendent tous pour nous emprisonner chez nous. Il ne pourra pas répondre à cet argument. Et j'en ai pas 36 des arguments, moi. Moi, je suis pas un spécialiste de la santé et tout. S'il veut débattre avec des scientifiques, bienvenue aux Médias pour tous. On débattra du taux de létalité du Covid avec un expert. Je m'en face de lui, Alex Sam, qui m'a donné son accord de principe pour un débat contre Salim Laibi. Donc, ils débattront sur le plan scientifique, mais sur le plan politique et métapolitique, sa théorie ne tient pas debout. Une seule seconde. J'attends la réponse, Salim. Cuba, donc ok, ils partent à la nage. Venezuela, ok, ils n'ont pas les sous. Enfin, je veux dire, et donc ça fait que ça répond pas à la question, tu vois. Oui, donc il faut absolument que les présidents soient complices de tout ça, que tout le monde est complice, quoi. En fait, tout le monde est complice. À la fin, t'en arrives au film, tu sais, où le mec il est dans une, c'est le Truman Show en fait. Le mec il est dans une bulle et tous les gens qui sont autour de lui sont des acteurs qui lui font croire qui lui font croire qu'il vit une vie qu'il ne vit pas en réalité. Enfin, je veux dire, c'est délirant. C'est le stade ultime de la paranoïa. C'est à la fin, t'as un mec dans la rue, tu croises son regard et t'as l'impression que le mec, c'est un agent du Mossad ou un mec de la CIA. Tout est calculé, tout est... Si tu pousses le truc à l'extrême, hein, je dis pas que c'est ça que dit Salim Laibi, mais si tu pousses le truc à l'extrême, au bout du bout, à la fin, ce qui t'attend, en fait, c'est l'internement, quoi. Psychiatrique. Pour de vrai, hein. C'est la pente naturelle du truc. C'est de dire tout le monde est contre toi, tout est contrôlé, tout est manipulé. Et autre chose que je veux dire et qui est important, c'est que c'est la fin, c'est la mort de la politique. Puisque tout est contrôlé en amont, tout est décidé à l'avance. Quoi que tu fasses, t'es un pion. T'es un pion, puisque tous les objets qui se déploient devant toi ont été prévus à l'avance. Donc en fait, à quoi ça sert en fait d'agir, puisque tout est prévu en fait. T'as plus de marge de manœuvre, t'as plus de marge d'action, donc c'est la mort de la politique. Donc t'as le mec qui s'exprime sur YouTube et qui dit des trucs, il dit ok, tout est manipulé, machin, puis t'as le mec qui reçoit l'information, qui, s'il croit dans cette vision du monde, ça l'éteint en fait, ça l'anesthésie, totalement. Puisqu'on peut rien faire, tout est manipulé. Et comme je dis dans la vidéo, c'est pas comme ça que fonctionne la vie. C'est pas un mec qui appuie sur un bouton, et à l'autre bout de la planète, t'as un président qui applique des mesures, tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. Déjà, essaie de le faire dans ta propre vie, de donner un ordre à un type et qu'il le fasse en respectant ce que tu lui as dit, tu vois. Déjà, tu verras que la vie, c'est plus compliqué que ça, tu vois.
Déjà, il faut que le mec, il arrive à l'heure, il faut qu'il comprenne ce que tu lui dis, il faut que tu sois clair dans ce que tu lui dis, faut que, enfin, je veux dire, et puis lui, il aura des intérêts personnels qui ne seront pas les mêmes que les tiens. Je veux dire, c'est ça la vie, c'est compliqué la vie en fait. C'est pas simple, c'est pas juste un type qui appuie sur un bouton, puis t'as un mec au bout du monde qui appuie. Et puis tous les mecs, boum, s'allument, et puis c'est les méchants contre les gentils. Non, je ne crois pas dans cette vision du monde. Je n'y croirai plus jamais. Une fois que tu es sorti de cette vision-là, tu ne peux plus jamais y rentrer. Ça, c'est aussi un aspect. Parce que tu as beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, dans la dissidence et qui disent « Ouais, une fois que tu as découvert la lumière, je ne comprends pas comment tu peux en sortir. » Eh ben, en fait, si, tu peux en sortir et tu comprends qu'en fait, tu étais dans l'obscurité. Ce que tu croyais être la lumière était une illusion d'optique. C'est ça, au fond. Il n'y a pas besoin que les gens soient complices d'un complot pour qu'il fonctionne. Il suffit juste qu'il y ait beaucoup de lâches, beaucoup de corrompus, beaucoup de débiles mentaux, formés par des universités défaillantes, abrutis par un système médiatique, etc. Et on l'a vu, on l'a parfaitement bien compris pendant cette crise. Dans le monde entier. Le monde entier, pour Salim Laibi, est peuplé de débiles mentaux, de lâches et de corrompus, quoi, sauf lui. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est fou. Ça ne tient pas. Lui demande est-ce que c'est un complot ou est-ce que c'est une aubaine. Voilà, c'est plutôt une aubaine, effectivement. D'ailleurs, on l'a vu en France. Donc là, ce qui est marrant, c'est que c'est la pensée à choix multiples, ou c'est une pensée glissante. C'est une pensée où en fait, un coup, il va dire qu'il y a une entente entre les États du monde, et un coup, il va dire que c'est une aubaine, tu vois, qui est saisie. Mais une aubaine, quand même, avec un virus créé en laboratoire. Donc c'est une aubaine provoquée, tu vois. Ça s'appelle un complot, quoi, tu vois. Puisque c'est à la fois créé en laboratoire, à la fois en fait, il dit un peu tout. C'est ça le truc aussi de cette pensée qu'on voit, qui est dominante sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, tout le monde dit tout, en fait. Tu défends A et B à la fois, et tu défends que c'est à la fois créé en laboratoire, à la fois c'est une grippe, donc c'est une grippe créée en laboratoire, très bien. À la fois c'est une aubaine, et à la fois ça a été prévu en amont par Klaus Schwab, qui appuie sur des boutons, donc c'est une aubaine avec la notion de clavier et de bouton, tu vois, donc enfin, tu te situes sur tous les plans, en fait. Tu as une pensée qui est... tu as un spectre large, en fait, et un coup t'es là, un coup t'es là. Je suis là, non, je suis là, en fait, je suis là. Non, je suis là. Ah, tu m'as pas vu? Non, en fait, je suis là. En fait, c'était un complot. Non, j'ai pas dit que c'était un complot, j'ai dit que c'était une aubaine. Non, mais en fait, c'est une aubaine, mais c'est créé en laboratoire. Ah, je suis là. Toi, t'es là, t'es... Ouh, attends, en fait, c'est quoi? Et là, t'es perdu, en fait. C'est le millefeuille argumentatif. Donc, il y a un moyen, en fait, de contrer ça. C'est de dire, ok, quel est ton scénario? Dis-moi ce qui s'est passé, selon toi. Ce virus a été créé en laboratoire par les Chinois. Ok, d'accord, très bien. Le virus créé en laboratoire par les Chinois. À l'initiative de Klaus Schwab. Parce que c'est pour servir le Great Reset. Et puisque c'est lui qui est à la tête du complot, donc c'est Klaus Schwab, main dans la main avec les Chinois. Forum de Davos avec les Chinois. D'accord, très bien. Les Chinois qui ont répandu donc à un virus d'abord dans leur population. Enfin, c'est bizarre quand même. Enfin, pourquoi ils l'ont... Enfin, c'est bizarre de répandre. Pour justifier des mesures autoritaires, d'accord. Donc les Chinois n'étaient pas suffisamment sous un régime dictatorial, il fallait qu'ils soient encore plus maintenus et plus surveillés, d'accord. Les smartphones, la reconnaissance faciale qui existait déjà, tout ça ne suffisait pas, il fallait encore rajouter une pandémie pour augmenter. Donc. Mais avec un virus, donc ils ont créé un virus en laboratoire qui n'est pas très létal, qui est encore moins létal que ce qu'en disent la communauté scientifique du monde, qui en plus ne dit pas que c'est la peste. Tu vois, eux, ils disent c'est entre 5 et 10 fois plus létal que la grippe. Tu vois, ils sont dans ces zones-là. Tu vois, ils disent pas que c'est le choléra, la peste ou quoi que ce soit. Tu vois, ils sont pas dans ce discours-là. Simplement, ils disent que ça sature les réanimations. Non, ça ne sature pas les réanimations. Les chiffres sont trafiqués. Donc, ils ont créé en laboratoire un virus non létal qui est la grippe. En gros, c'est la grippe, qui ne sature pas les réanimations. En accord, main dans la main, avec Klaus Schwab qui a appuyé sur un bouton pour qu'il fasse ça. Pour mettre des mesures encore plus autoritaires qu'il n'y en avait, malgré les smartphones qui nous tracent, malgré la reconnaissance faciale qu'il y a de plus en plus, y compris à Nice, etc., qui était en cours, qui d'ailleurs s'entrechoque directement avec l'obligation de porter un masque. Tu vois, parce que si tu portes un masque, une casquette, le truc de reconnaissance faciale, je ne suis pas certain qu'il puisse te reconnaître. C'est pas grave, tu vois. On va passer sur ce détail, mais donc des mesures restrictives qui sont étendues au monde entier, donc puisque donc, le virus forcément il circule, mais les États veulent quand même le contrecarrer en fermant les frontières au bout d'un moment, tu vois. Mais ils le laissent rentrer volontairement pour ensuite asservir sa population
mais pendant un temps seulement. C'est-à-dire que c'est vraiment pour une durée, c'est une dictature sanitaire à durée déterminée, tu sais, ça dure 3 mois, mais après on relâche les gens. Mais ça, c'est pour les rendre fous. C'est parce qu'en fait, on leur fait croire qu'il y a une fausse pandémie pendant un temps, puis après on leur fait croire qu'il n'y en a plus, que c'est redescendu. Donc avec la connivence de tous les centres, de l'INSEE, de tous ceux qui font des statistiques dans le monde, de tous les scientifiques du monde qui ont observé le virus, qui ont observé ses caractéristiques de létalité, de propagation. Donc tous eux, malgré tout, ils sont quand même concernés par eux, ils mentent sciemment, donc ils font partie du complot. Donc ça fait quand même des millions, ça reste des millions de gens, et c'est pas que des crétins. Et donc ce virus, donc on relâche les gens, puis ensuite suivant ce qui semblerait être une dynamique épidémique, mais qui n'en est pas une, c'est une fausse dynamique épidémique, on nous ment sur les courbes, on nous fait croire que c'est grave alors que c'est pas. On aurait pu soigner en plus cette maladie produite par un virus qui n'est pas dangereux, qui n'est en fait que la grippe. On aurait pu le soigner par un médicament miraculeux. C'est bizarre, parce que si c'est la grippe, à la limite, l'aspirine suffit, tu vois. Mais non, en fait, c'est un virus. Ils ont créé un virus en laboratoire sans prévoir qu'il y avait des médicaments pour le soigner. Ils n'avaient pas vu le coup venir, l'industrie pharmaceutique, mais pas de chance, il y a un médicament, mais ils empêchent sa diffusion et sa production, tu vois, pour pas soigner les gens de cette grippe. D'accord, le monde entier se met d'accord là-dessus, à part quelques pays qui utilisent l'ivermectine, mais dont on voit bien que les résultats sont pas top. D'ailleurs, pourquoi utilisent-ils l'ivermectine? Pourquoi il y a des pays qui résistent en utilisant les potions miracles? Pourquoi ils résistent? Ils ne se font pas taper sur les doigts par Klaus Schwab, qui leur dit non, n'utilisez pas l'ivermectine, n'utilisez pas l'hydroxychloroquine. Tu as des pays qui ont utilisé l'hydroxychloroquine, comme le Venezuela, pendant un an, ils ne l'utilisent plus. Ah, peut-être que c'est parce qu'ils se sont fait taper sur les doigts pour plus qu'ils l'utilisent, pour laisser sa population se faire contaminer par ce virus qui n'est pas létal, qui est la grippe, et qui ne sature pas les services de réanimation. Et donc tous ces gouvernements aux intérêts contradictoires et aux intérêts individuels différents les uns des autres s'entendent pendant un temps seulement pour prendre des mesures qui sont à peu près identiques. Il n'y en a pas un qui fait du freeriding et qui fait la stratégie du passager clandestin en disant bah, « moi je m'en fous et je continue à faire du commerce et à produire, etc., sans restreindre ma population parce qu'en fait tout ça est faux ». Enfin je veux dire, ouais, en fait c'est une théorie délirante quoi, pour moi, délirante. Et le truc c'est ça, c'est face au millefeuille argumentatif, c'est de pousser la personne à développer sa pensée à mon avis. Vas-y, ok d'accord, je t'écoute, vas-y, dis-moi. Vas-y, je suis ouvert. Donc, comment ça s'est passé? Et voilà. Truc important aussi, quand vous faites du millefeuille argumentatif, c'est de poser des questions très précises. D'accord, donc, ok, d'accord, ce virus, mais alors, quelle est comment il marche ce virus, en fait? Comment il fonctionne? Le spicule, c'est quoi, en fait? Explique-moi l'ARN, la reproduction de l'ADN dans le corps. Explique-moi les mécanismes biologiques, je suis très intéressé par ce que tu dis. Et là, tu vois, donc tu tapes à côté de sa sphère très restreinte de connaissances, tu demandes des trucs précis, qui demandent des études, d'avoir fait des études en amont, et là tu testes le niveau de connaissances et tu vas te rendre compte que la personne en fait c'est super fragile. Ah non, mais attends, mais moi je suis pas un spécialiste de ça. Ok, t'es pas un spécialiste, mais tu fais des affirmations aussi radicales, aussi fermes. Pourquoi? Si t'es pas spécialiste, comment tu... Donc voilà, à mon avis, quelques méthodes. Demander de développer le scénario alternatif, et puis ensuite de poser des questions ultra précises pour savoir si la personne maîtrise vraiment ce dont elle parle. Tu vois. Ah, tu viens de citer ce chercheur, mais il sait quoi son domaine de recherche? Il a fait quoi comme papier? T'as lu quoi comme papier concrètement? Ça, c'est une méthode technique de... Ah, c'est de la zététique. Non, en fait, c'est juste demander de la précision et de la clarté, en fait. C'est juste ça. Et de la cohérence. Si la zététique, c'est ça, ok, je suis zététicien. Tu vois. À quel moment le millefeuille argumentatif, c'est une escroquerie intellectuelle? C'est exactement Quand quelqu'un il te ramène 1000 arguments faible, et que toi, tu n'arrives pas à répondre parce que t'es mauvais, que t'es nul et que t'as jamais rien lu, c'est que le gars a raison. Ok? Donc tu veux les vérifier ou pas, c'est ton problème, mais le gars a raison. Non. Là, ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est que la manipulation et les sophismes n'existent pas. Et les paralogismes n'existent pas. C'est si je te donne 1000 arguments convaincants, en surface, c'est que j'ai raison. Mais non, en fait, Salim, un argument peut être convaincant, mais fallacieux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quelqu'un, les politiciens sont des exemples parfaits, va te balancer un discours, tu vas y adhérer, parce qu'en surface, ça va plaire à ton esprit, ça va épouser les pentes naturelles de ton esprit, la paranoïa, la peur de telle ou telle communauté, le truc. Ça va te parler, ça va te convaincre,
mais ce seront des arguments fallacieux, possiblement. Et donc c'est pour ça qu'il faut que le doute s'active. Donc le millefeuille argumentatif, c'est la multiplication de ces arguments pour donner un semblant de consistance à ta théorie. Mais ça ne veut pas dire que j'ai donné 1000 arguments, donc j'ai raison. Non, c'est pas aussi simple que ça. Discutons de chacun des arguments, point par point, analysons les choses, analysons les faits, introduisons de la nuance dans les raisonnements, c'est ça que je dis. Et ça prend du temps. Faire des affirmations, tout le monde peut le faire. Affirmer des trucs, ça, tout le monde peut le faire. Ah, regarde, Bill Gates, il a dit cette phrase, là, on coupe le discours, il a dit cette phrase, donc c'est qu'il est impliqué dans le truc du Covid, c'est évident. Je dis non, en fait, c'est pas aussi évident que ça. Le mec a pu dire un truc, et puis attends, on va regarder l'ensemble du discours, on va regarder le contexte dans lequel le discours a été prononcé, l'année, on va regarder déjà les liens réels de Bill Gates avec l'industrie pharmaceutique, ok, on peut trouver des choses, tu vois. Mais ça, c'est pas juste, c'est pas aussi simple que de dire, tiens, je regarde sur cette couverture, il y a une pyramide avec un truc, donc c'est qu'il y a un complot, tu vois. Ce qu'a fait tout à l'heure Salim, c'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi simple que ça, le réel. Et c'est à ça que servent les enquêtes. Il parlait des tribunaux, moi je te parle des enquêtes. Pourquoi il y a un juge d'instruction alors si en fait c'est facile, tu vois. Si en un jour, en croisant quelques trucs, tu arrives à une conclusion aussi facilement, pourquoi on a besoin de scientifiques qui sont formés pendant 10 ans sur un sujet, si en fait on a Salim Laibi qui en 2 secondes sur YouTube nous dit la vérité, tu vois. Bon, faut fermer tous les labos de recherche, machin, parce qu'on a Salim Laibi qui nous explique la vérité, quoi, tu vois. Non, je préfère faire confiance en des gens qui ont étudié la question des vaccins pendant des décennies. Je préfère faire confiance en des scientifiques qui ont publié dans des revues à comité de lecture qu'en Salim Laibi. C'est un choix que je fais, en conscience. Voilà. Et en plus, il essaie de nous faire croire, il met face à face le système et les réseaux sociaux, les médias dissidents. Ouais. Ah non, si. Non, nous on n'impose rien à personne, nous on n'a pas le bâton, nous on n'envoie pas les CRS parce qu'il y a 2 jeunes qui font la fête dehors à coups de matraque, qui leur fracassent le crâne, ils leur arrachent des mains. Ah non, Vincent, ne fais jamais ça. Ça, c'est une escroquerie, c'est un mensonge. Ok ? Nous on partage juste. Là, il caricature ma pensée, donc là c'est l'homme de paille, donc il fait croire que je dis qu'en fait ils sont équivalents du point de vue de la puissance politique qu'ils auraient, c'est pas du tout ce que je dis ils sont équivalents dans les techniques psychologiques qu'ils utilisent pour dévier les gens des faits en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une réinterprétation systématique des faits qui va dans le sens du complot, de la manipulation mondiale, etc. Là où les médias dominants l'ont pour d'autres sujets. Et en fait, tu retrouves les mêmes phénomènes, la même mécanique basée sur la peur fondamentalement, quoi qu'ils en disent, parce qu'ils disent le système se base sur la peur du virus pour que les gens portent un masque. Déjà, je relativise ça en disant la peur du virus. Non, ils disent qu'il y a un taux de létalité de 0,75%. Tout le monde a compris que c'était pas la peste. Et les gens qui mettent le masque, ils n'ont pas peur d'un virus qui serait égal. Ils n'ont pas l'impression qu'en chopant le virus, ils vont mourir de fait. Tu vois. Ils savent très bien que ce sont plutôt les personnes âgées qui vont mourir. En fait, s'ils mettent un masque, c'est juste pour protéger les personnes âgées de leur famille ou les personnes âgées avec lesquelles ils pourraient être en contact. C'est comme ça que l'interprètent les gens dans la rue. Posez-leur la question. Ils vont pas vous dire, là, en chopant le virus, je vais mourir. Ils disent pas ça. Ils disent non, ça risque d'affaiblir et de faire mourir quelqu'un qui est fragile. C'est ça qu'ils disent les gens, en fait. Ça s'appelle pas de la peur panique. Ça s'appelle de la compréhension d'un problème et plutôt avoir une tendance vers le bien commun, tu vois, et de se dire, pour une fois, je peux faire un acte concret pour essayer de contrôler une épidémie d'un virus qui va tuer les personnes âgées, je le fais, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. Et tous les gens qui nous parlent du bien commun en permanence, qui nous expliquent que la société est trop auto-centrée, trop individualiste, etc., et qui refusent, au moment où il y a une pandémie, de mettre un masque, si tu n'es pas en capacité de faire ça au moment où peut-être que c'est pour une fois très utile de prendre cette mesure individuelle pour le collectif, si tu le fais pas, mais quel est le sens et la profondeur de ton discours sur la défense du bien commun et la recherche de plus de fraternité, etc. T'es centré sur une vision de la liberté de Benjamin Constant, en fait, tu vois. C'est tout le débat entre Benjamin Constant et Jean-Jacques Rousseau, entre le contrat social, où la liberté, c'est le respect de la loi, c'est s'attribuer une loi commune et la respecter, et puis Benjamin Constant, pour lequel la liberté, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Jean-Jacques Rousseau lui répond, non, ça c'est le caprice, tu vois. Et la liberté, c'est en tant qu'être humain participant d'une société
où nous sommes plusieurs, puisque c'est un fait, nous ne sommes plus dans l'état de nature antérieur, nous sommes maintenant, et c'est irréversible, dans une société où on est forcé d'interagir entre nous et de trouver de trouver un consensus entre nous, et ben, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. La liberté ne peut être conçue que lorsqu'elle est commune. C'est la liberté commune. C'est ça. C'est plus la liberté individuelle. Tu vois, c'est la liberté commune. S'attribuer des lois communes. Après, bon, il y a le discours évidemment de qui fait la loi, comment elle est faite. Il faut qu'elle soit validée par le peuple, sinon elle n'est pas loi. Tu vois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, s'il y a une je prends le cas extrême pour Salim Laibi et ceux qui suivent ce discours. Imaginons un seul instant qu'en vrai, il y a une pandémie, qu'en vrai, il y a un virus, qu'il y a un taux de létalité de 0,75%, qui se répand très vite parce qu'il se répand quand tu es en phase présymptomatique, donc tu le transmets sans le savoir, et qu'en plus, personne n'a d'anticorps. Imaginons que tout ça soit vrai, que le discours en fait dominant, médiatique, soit vrai, c'est-à-dire un virus qui est dans la zone grise et qui fait saturer les services de santé. Juste un virus, en fait, qui démontre que nos sociétés étaient des géants au pied d'argile. Qu'en fait, on croyait vivre dans une société où nous étions invulnérables, et en fait, nous étions extrêmement vulnérables. Imaginons qu'en fait, ce discours-là soit vrai. Donc, il refuse de mettre un masque pour limiter la diffusion d'un virus et pour éviter que ça tue en bout de chaîne des personnes âgées ou des personnes obèses ou des personnes fragiles. Mais donc, en fait, ils font un acte qui va à l'encontre du bien commun. Ne vous fermez pas à cette hypothèse. Ne vous fermez pas à cette hypothèse, parce que ça voudrait dire que votre comportement individuel est exactement le comportement que vous prétendez dénoncer. C'est-à-dire l'individualisme, chacun est roi, je fais ce que je veux, personne ne m'empêchera de bouger, etc. Oui, mais il y a des circonstances, il y a des fois, il y a des circonstances dans la vie où chaque individu doit se plier au bien commun. Et en l'occurrence, peut-être que c'est le cas. Et qu'en fait, le gouvernement macronien, qui a pas anticipé cette crise, qui a pris des mesures tardivement, en fait, a pris ces mesures à contre-cœur. Imaginons qu'en fait, ils les prennent à contre-cœur, parce que ça ne va pas dans le sens de la croissance, qui est la reine des objectifs pour tous les gouvernements du monde, quasiment, la croissance économique. Imaginons qu'en fait, tout ça, ce sont des mesures qu'ils ont prises à contre-cœur et tardivement, et qui veulent en sortir au plus vite pour que la croissance reprenne. Mettez-vous, juste laissez 1 minute, fermez les yeux, et mettez-vous imaginez que le monde, en fait, ce soit ça, réellement. Et analysez votre comportement à l'aune de ce scénario, qui pour vous est une science-fiction. Je débunk l'argument selon lequel le consensus scientifique faux s'est répandu parce qu'en fait, tous les pays du Sud suivent les pays occidentaux. C'est totalement faux. C'est vraiment les prendre pour des cons. Quand tu regardes les pays sud-américains, que je connais bien, puisque je suis un peu leur actualité, eux, ils disent pas du tout « nous avons suivi le consensus occidental, scientifique, et donc on prend ces mesures alors qu'en fait il n'y a pas de pandémie, mais on les croit, parce qu'ici ils le disent, c'est que c'est vrai. » Ils disent pas ça, eux. Ils disent au contraire, ils ont pris des mesures malheureusement tardivement, parce que eux non plus n'y ont pas cru, comme tous les gouvernements du monde, sauf l'Asie, qui avait eu des précédents, avec le SARS-CoV-1, etc., le SRAS. Ils ont pris des mesures tardivement, mais une fois qu'ils les ont prises, parce qu'ils ont vu que les taux de saturation ont commencé à augmenter dans les réa, là ils ont pris des mesures, Venezuela, Bolivie, Argentine, etc., ils ont pris des mesures, et bien ils ont dit, nous au contraire, on va respecter, on va mettre le bien commun devant toutes les autres priorités que sont la recherche de la croissance, etc. Et nous ne sommes pas comme l'Occident dégénéré, qui est ultra-individualiste, etc. Et nous allons adopter des mesures, et c'est ce que dit Maduro. Vénézuélien, je vous demande, respectez ces règles, parce que pour nous, la fraternité est plus importante que la liberté économique, la liberté individuelle. Il le dit textuellement dans ses discours. Il dit, regardez en Europe, regardez la France, ils ne respectent pas les mesures parce que pour eux, l'individualisme est roi. C'est exactement le discours de Poutine. Poutine le dit textuellement. Il répond à un journaliste, j'ai vu le truc, l'interview, on pourra la mettre en description, j'espère que je vais la retrouver. Il dit textuellement, mais ce qui est en train de fragiliser l'Europe de l'Ouest, c'est l'individualisme. Nous, les Russes, nous respectons les règles. Tu vois, quand il y a un problème, quand il y a une crise, on respecte les règles, nous respectons mutuellement. Et eux, c'est l'individualisme. Je pense que philosophiquement, à l'intérieur de cette crise, c'est un peu toutes ces questions-là qui se posent. Le public qui suit Salim Laibi, et même Salim Laibi lui-même, et le public qui suit en fait sur les réseaux sociaux, tous ces gens, sont des gens en fait que je connais très bien, parce que c'est au départ mon public naturel, c'est des gens qui sont préoccupés par le bien commun. Ce sont des gens
qui instinctivement se posent des questions, vont sur Internet, vont sur Google pour taper, pour rechercher les causes politiques de ce qui nous arrive, etc. C'est des gens qui sont au départ intéressés par toutes ces questions sociales, qui sont des gens sensibles, des gens qui ont à cœur de chercher la vérité, tu vois, c'est ça. Et en fait, c'est ce public-là qui est le plus perméable, en fait, et je m'en suis rendu compte, à tous ces discours qui glissent, en fait, vers des explications monocausales, vers des biais de confirmation, prenant que ce qui... Et je leur dis, attention, si jamais vous vous trompez, en fait, vous agiriez à l'inverse de ce que vous croyez défendre comme valeur. C'est là où il va parler de la Lune ou de la Terre plate. Voilà. Ah oui. Et en plus, il dit un truc bizarre, il dit oui, mais pour monter sur la Lune, il y a 150 000 personnes, et on ne peut pas garder ce secret s'il y a 150 000 personnes. Ben oui, mais justement, il n'a pas été gardé le secret, puisque, semble-t-il, tout le monde, enfin, la théorie des gens qui n'ont pas marché, de la NASA qui n'a pas marché sur la Lune, ben, elle est éventée. Donc, j'ai rien compris. Mais que vient faire la Lune? Je parle du secret de la Lune, 350 000 personnes. Et je dis 350 000 personnes qui gardent un secret de façon aussi hermétique, c'est mathématiquement impossible, statistiquement impossible que ça reste, tu vois. Eh ben, je dis, faites l'expérience chez vous. Vous prenez un secret, vous inventez un secret, vous dites, bon, par exemple, il faut que ce soit énorme. Parce que là, le secret de dire, on n'est pas allé sur la Lune, en fait, on a tout manigancé, c'est un secret énorme. Donc, vous prenez un truc énorme. Je ne suis pas le fils de ma mère, je suis le fils de la voisine. Tu vois, ça c'est un vrai gros secret, tu vois. Et tu le dis à 5 personnes autour de toi dans ta famille, en disant surtout ne le dis à personne. Puis tu fais le test, tu vois, tu laisses mijoter. C'est très mal connaître la nature humaine que de penser que le truc va pas être éventé au bout d'un moment, tu vois. Si c'est pas dans un mois, c'est dans un an. Et si c'est pas une personne, c'est 2 ou 3, tu vois. Donc c'est un peu ça que je dis, c'est un peu plus de réalisme, en fait, dans les hypothèses. Ne fais pas de mal à la construction intellectuelle que tu plaques sur le réel. Et puis en plus, sur la Lune, je reviens dessus, mais c'est marrant parce que dans la FAQ, j'avais oublié un argument fort. C'est 350 000 personnes de la NASA, plus, excusez-moi du peu, les puissances qui ont survolé la Lune, avec des satellites et qui ont pris des photos, qui existent d'ailleurs, qui sont sur Internet, des sites d'alunissage américains. Il y a eu les Indiens, il y a eu les Russes, les Soviétiques, il y a eu les Chinois, il y a eu les Européens et les Américains eux-mêmes. Il y a 5 puissances, dont 4 qui ne sont pas américaines, qui ont survolé la Lune. Les Chinois se sont même posés sur la Lune, à plusieurs reprises, sur la face cachée de la Lune. Et donc toutes ces puissances, évidemment, et les Russes en premier lieu, tu vois, ont eu connaissance, ont pris des photos des sites d'alunissage. Donc, imaginons que en fait, les Américains n'y soient pas allés, donc il n'y a rien. Donc ils le savent, qu'il n'y a rien, qu'ils n'y sont jamais allés, mais ils ne disent rien. Donc il y a aussi le gouvernement chinois, indien, soviétique et les gouvernements européens qui savent. Et eux non plus ne disent rien, tu vois. Ça commence à faire du monde dans ce complot. Il y a aussi tous ceux qui ont observé à la lunette Apollo 11 allant vers la Lune, et Apollo 12 et Apollo 14 et Apollo 15 et Apollo 16 allant vers la Lune, parce que tu pouvais les observer en direct en fait, à l'époque. Si tu étais un astronome amateur avec une lunette, et si tu connaissais les positions et tout, tu pouvais observer, ça faisait un point lumineux jusqu'à un certain point. Tu vois. Tu pouvais observer le trajectoire des astronautes. Eux aussi, il faut les ajouter. Et il y en a beaucoup des témoignages, tu vois, d'astronomes amateurs. Ça commence à faire du monde. On va quand même revenir un peu sur Terre, d'accord ? Il va commencer à se dire que ouais, ça fait trop de monde pour être plausible comme complot. Surtout sachant que celui qui a éventé le complot lunaire s'appelle Bill Kaysing, qui a travaillé pour une société qui construisait les fusées, mais il n'était pas ingénieur ni scientifique. C'était celui qui corrigeait les documents officiels. C'est un correcteur, c'était un homme de littérature, un homme de lettres, et qu'il était en fait bibliothécaire de cette structure qui fabriquait effectivement les fusées de Saturne V. Donc lui, c'est Bill Kaysing, donc c'est celui qui est connu pour avoir fait éclater le Moon Hoax, l'idée que personne n'est jamais allé sur la Lune. Voilà qui c'est, quoi. Tu vois. C'est le seul
sur les 350 000 personnes, ingénieurs, scientifiques, machin, qui ont bossé. Alors on va me dire, oui, mais en fait, il suffit qu'il y ait la tête des dirigeants qui savent, et puis tous les autres, en fait, ils travaillent tellement dans un truc ultra spécialisé qu'ils ne savent pas, qu'en fait, ils vont pas aller sur la Lune. Ouais, mais si tu veux que ce soit crédible, il faut que chaque personne fasse effectivement le travail de construire une fusée qui peut aller sur la Lune, de construire un LEM, un module lunaire qui effectivement se pose sur la Lune dans les vraies conditions lunaires, sinon le mec il sait qu'il bosse pour un faux projet. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque partie doit faire le travail effectif du vrai projet lunaire. Parce que si en fait le projet c'est pas d'aller sur la Lune, mais juste d'être autour de la Terre, donc en fait chaque personne travaille pour un truc, mais dans des fausses conditions en fait, avec des fausses normes. Enfin, ils construisent un faux LEM, et donc ils savent qu'ils vont pas aller sur la Lune, donc eux aussi font partie du complot. Ou alors, ils bossent pour un vrai LEM, ils bossent pour une vraie fusée, ils répondent à de vraies problématiques, ils répondent à de vrais problèmes que provoque l'idée d'aller sur la Lune, et donc en fait, ils vont vraiment sur la Lune. Si chaque personne participant du truc travaille comme si elle allait aller sur la Lune selon les mêmes normes que suppose le vrai voyage lunaire, bah donc ils vont sur la Lune en fait, autant qu'ils aillent sur la Lune. Ils ont dépensé 120 milliards de dollars pour aller sur la Lune. C'est le coût de la guerre du Vietnam. 120 milliards de dollars. Autant utiliser cet argent à aller sur la Lune, pour de vrai, non? Puisque chaque personne qui compose ce complot est censée travailler comme si elle allait effectivement envoyer une fusée sur la Lune, autant qu'il l'envoie vraiment. Donc cet argument de dire il n'y a que la tête qui sait qu'ils ne vont pas sur la Lune et puis tous les autres ils font semblant, ben non, puisqu'ils sont obligés de faire tellement semblant que sinon ça ne marche pas en fait. Tu vois? Donc c'est tout ça que je dis en fait, c'est ce complot lunaire, ce que je l'utilise pour démontrer que cette rhétorique du millefeuille argumentatif n'a pas de consistance en vrai quand tu approfondis le truc. C'est spectaculaire. Tu gagnes un débat. Ah, pas de problème. Dans un débat de famille, tu vas dire « Non, mais qu'est-ce que tu dis, papa? Les Américains ne sont pas allés sur la Lune. On ne peut pas traverser la ceinture de Van Allen. » Tu connais la ceinture de Van Allen? Le mec, ton père va pas connaître, tu vois. Tu vas dire « Non, non. » Bah, voilà, en plus, tu connais même pas la ceinture de Van Allen. Mec. Putain, mais je parle avec des ignorants, quoi. Vous êtes tous des moutons. Moi, je me renseigne. Renseignez-vous. Lisez des trucs, des vrais trucs sur YouTube. Voilà, Bill Kaysing, il a écrit un bouquin. Donc voilà, qu'est-ce que vous me dites là? Vous êtes tous des moutons, sérieux, c'est abusé. Moi, j'en peux plus de cette société de merde, là où tout le monde croit des mensonges. Et en fait, t'as fait quoi là en 2 secondes? Du millefeuille argumentatif. Et si par malheur, ton père te dit, mais dis-moi un peu plus de cette ceinture de Van Allen. C'est quoi le taux de radiation dans la ceinture de Van Allen? C'est quoi le taux admissible pour un être humain par jour, en fait, de radiation? Explique-moi, en fait, comment elle fonctionne, cette ceinture de Van Allen. Ouais, mais en fait, papa, non, mais putain, tu fais chier, là. T'es toujours comme ça, là, toujours négatif, toujours à chercher la petite bête. T'es obligé de... Tu slalomes pour avoir raison, alors que ton père a raison. T'y connais rien. Et en fait, tu dis ça parce que tu l'as vu sur YouTube dans une vidéo. Je sais même pas si Salim défend cette idée, mais voilà, ça peut être un Salim Laibi bis qui parle de la Lune, quoi. Ce serait pareil, tu vois. Donc non, je préviens en fait les gens contre cette tendance que nous avons à vouloir systématiquement avoir raison, dominer un débat. C'est très plaisant. Hein. C'est très plaisant. T'as l'impression d'être plus intelligent que tout le monde. Et malheureusement, c'est une fausse impression. Et en fait, putain, c'est même le contraire, quoi. C'est chaud. Et où là, c'est vraiment insultant, c'est quand il nous fait le coup de Klaus Schwab, il a lu son livre, il nous dit c'est un geek. C'est un geek ridicule, un amoureux de la technologie qui croit que la technologie va trouver toutes les solutions à nos problèmes. Ouais, mais en fait, quand je dis geek, c'est un peu à l'image de Attali, tu sais. Je dis pas qu'il n'a pas d'influence. Je sais très bien qu'il a fondé le Forum de Davos, que le Forum de Davos s'adresse à toutes les multinationales du monde et les gouvernements du monde, dans l'idée de réfléchir à la marche du capitalisme, à comment réformer le capitalisme, etc. Donc ça, je le sais très bien, j'en ai tout à fait conscience. C'est pas non plus Dieu le Père, tu vois, il appuie pas sur un bouton et il fait fonctionner les mecs. C'est pas non plus ça. En fait, c'est un think tank oligarchique, en fait, s'adressant à la technocratie capitaliste. Donc c'est ça. Mais oui, c'est un fan de nouvelles technologies, c'est un transhumaniste. C'est pour ça que je dis que c'est un geek. C'est une sorte d'Atali
allemand, tu vois, et qui haut placé, et qui va nous expliquer que c'est génial de se faire injecter une puce pour avoir un carnet de vaccination sous la peau, ce sera plus pratique, on se fera scanner, on saura, on pourra voyager plus facilement. En plus, regardez, avec cette épidémie, à quel point j'avais raison, tu vois, qu'il faut aller avancer dans cette voie transhumaniste. Donc c'est ça qu'il dit, tu vois. Mais il dit pas, ouais, en fait, on a lancé cette pandémie pour me donner raison et pour avancer dans la voie du transhumanisme. Il dit pas ça. Hein. Il dit au contraire, cette pandémie est mauvaise pour la marche ultralibérale du capitalisme. C'est ça qu'il dit dans son livre quasiment textuellement, mot à mot. Il dit, en fait, il dit deux choses. Et cette pandémie, elle aura deux conséquences. Elle aura une conséquence très néfaste pour la marche ultralibérale du monde, puisque les gens vont se rendre compte qu'en fait, les ultralibéraux se sont trompés à peu près sur tout, puisque l'échange de marchandises, des hommes, etc., la multiplication des flux a multiplié en fait les risques de pandémie. Tu vois, donc, ils vont se retourner contre les ultralibéraux, ils vont avoir un réflexe de fermeture, ce qui est pour lui est synonyme de grand danger, tu vois, parce que lui, il associe le patriotisme, en fait, à la guerre, etc., le truc classique, tu vois. Donc, il dit, ça, c'est un grand danger, donc c'est pas bien. La pandémie a ce côté néfaste, qui fait il faut que nous prenions conscience, au fond, le grand reset, c'est une grande prise de conscience de la technocratie capitaliste, qui sont allés trop loin, et qu'il faut qu'ils réforment le capitalisme pour lever le pied, lever l'accélérateur sur tout ça, et essayer de construire une société, de revenir sur tout ça, en fait, qu'ils le fassent eux-mêmes. Sinon, ce sont les décroissants qui vont gagner, il le dit. À terme, nous allons perdre la bataille, ce sont les décroissants, les gilets jaunes qu'il évoque, et tous ces mouvements qui sont pour lui des mouvements de sédition, qui vont prendre le pas sur notre dogme ultralibéral, tu vois, qui vont réussir au final à obtenir gain de cause. Donc c'est nous-mêmes qui devons réformer le capitalisme, donc c'est un réformateur du capitalisme, Klaus Schwab, pour que le capitalisme continue à avancer, pour que la Silicon Valley et les grandes multinationales continuent à gagner du pognon, parce qu'il dit qu'en fait, rendre le capitalisme vert, ça va rapporter de l'argent, il y a du profit à faire. En fait, il veut utiliser les règles du capitalisme, c'est-à-dire la recherche, la maximisation du profit, pour résoudre les problèmes engendrés par le capitalisme lui-même. Il dit, nous sommes, en gros, je résume, il ne dit pas ça comme ça textuellement, mais je résume sa pensée, il dit, nous sommes responsables des problèmes actuels, et bien nous allons les résoudre par les mêmes outils qui ont fait que nous sommes tombés dans tous ces pièges, c'est-à-dire la maximisation du profit à outrance. Mais dans d'autres domaines, capitalisme vert, nouvelle technologie, la nouvelle technologie va nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique, la nouvelle technologie va nous permettre de lutter contre les épidémies, etc. C'est ça qu'il dit en fait. Il convoque les nouvelles technologies, et notamment les biotechnologies, pour résoudre les problèmes internes inextricables du capitalisme ultralibéral. Voilà ce que moi j'ai compris de Klaus Schwab, concrètement. Mais à aucun moment il dit je me réjouis du fait qu'on ferme les petits commerces. Il dit pas ça. Hein. Il dit beaucoup de commerces sont fermés. En fait, c'est un peu un mec qui fait genre un constat froid de la situation. Et il dit par exemple les indépendants vont fermer, mais les petits commerces de proximité vont gagner. Par exemple, tu vois, il est pas non plus dans le truc. C'est pas manichéen. C'est moins manichéen en tout cas que ce que les gens disent sur Internet. Tu vois. Il dit par exemple Hertz, la société de location de voitures, tu sais, quand tu arrives dans un aéroport, tu loues une voiture, etc. Hertz, ça fait faillite. Tu vois, donc c'est des multinationales aussi qui ont perdu, donc il est conscient de ça, ce que je dis dans la FAQ. Je dis, il ne faut pas oublier la poutre, qui est que beaucoup de multinationales ont perdu dans cette crise, tu vois, que le système économique a été sauvé par la cavalerie du système financier. Il a été totalement soutenu par les banques centrales qui ont émis une quantité d'argent fictif hallucinante, bien plus qu'avant, mais même si en fait cette dynamique, elle remonte à bien avant cette crise, tu vois. Et donc, ils sont dans cette cavalerie, et donc potentiellement dans un risque d'implosion du système plus grand, tu vois. Même si, en fait, je pense qu'il y a une résilience très forte. Ça, c'est une petite nuance que j'aurais voulu apporter dans ma FAQ, que je ne l'ai pas fait, mais c'est de dire, bien sûr, il peut péter le système, mais moi, je crois de plus en plus qu'il y a une très très forte résilience, en fait, et on le voit très bien avec cette crise. Ils nous promettent l'apocalypse économique, le truc et tout. Bah, ok, peut-être qu'elle va se produire, c'est un risque, le risque a augmenté, mais... moi, je crains que nous sous-estimions l'ennemi. Je crains que le système soit beaucoup plus résilient que ce que l'on croit, que ce que l'on pense. Et qu'en fait, il va s'en sortir de cette crise.
Ensuite, Alexander Samuel, on en a soupé, hein, matin, midi et soir, comme les médicaments de Big Pharma. Alexander Samuel, ok, ouais, et après? Il est juste biologiste moléculaire, totalement indépendant, qui a quitté le monde de la recherche pour pouvoir faire ses propres recherches de manière totalement indépendante des laboratoires pharmaceutiques, du gouvernement, etc. Donc c'est juste en fait quelqu'un de très calé dans son domaine. Salim Laibi n'est pas biologiste moléculaire, mais il prétend juger Alexander Samuel. Un peu d'humilité, Salim, quand même. Et lui, on ne peut pas l'accuser d'être corrompu par Big Pharma, c'est pas possible. Donc il va falloir discuter du fond. Il va falloir répondre à Alexander Samuel sur le fond, Salim Laibi. Et je t'invite à un débat encore. Tu me traites de menteur parce que j'ai dit que tu as refusé le débat, mais regarde, je t'invite. Je t'ai invité, tu m'as répondu non, ça c'est une vérité, tu le sais. Je t'ai réinvité sur Twitter, tu n'as pas répondu, et je te réinvite maintenant. Répondras-tu? Je ne sais pas. Mais pas un débat contre moi, Salim Laibi. Moi, je ne suis pas un scientifique. Un débat contre Alexander Samuel, si tu l'acceptes. Lui, il accepte. Lui, il est OK. Comme ça, vous discuterez science, vous discuterez virus, vous discuterez logique épidémique. Voilà. Et ce sera argument contre argument. Voilà. Encore une fois, c'est la folie de la post-vérité lapierrienne. Il dit texto, hein, cet argument est puissant. Il me convainc. Du coup, je serai 4 fois plus attentif. Bien sûr. Je ferai 4 fois plus attention parce que l'argument est puissant, il est convaincant. Bien sûr. Ah bon? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ça s'appelle, Salim, un filtre, avoir en soi un filtre à sophisme, en fait. Parce que les sophismes sont très convaincants. Les politiciens sont très convaincants pour te faire voter pour eux, alors qu'en fait, ce sont des sophismes et que tu votes contre tes propres intérêts. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit critique. Toi, tu appelles ça la zététique, moi j'appelle ça l'esprit critique. C'est tout simplement d'avoir conscience de nos biais cognitifs, penser contre soi-même et lutter contre, c'est tout. C'est oui, donc quand tu as quelqu'un d'extrêmement convaincant, un mec qui parle là et qui t'affirme des trucs, et toi tu es là, waouh, génial, bravo, merci, je te fais la bise sur les 2 joues, eh ben non, tu prends du recul et tu réfléchis. Et tu dis, attends, je ne vais pas adhérer aussi facilement à son discours. D'abord, je vais instaurer dans mon esprit un filtre, je vais vérifier les informations, je vais essayer de raisonner en finesse, voir dans la nuance ce qui se passe, voir ce que disent les autres, les confronter, tu vois, dans la puissance explicative de leurs arguments. Et voilà, c'est ça que je dis. Je dis évidemment, il ne faut pas donner le bon Dieu sans confession à personne, ni à Salim Laibi, ni à moi, ni à des professeurs Raoult, ni à BFM TV, à personne. Avoir un filtre. C'est tout, c'est ce que je dis, ça n'a rien d'extraordinaire. Et plus l'argument est convaincant intuitivement, plus il faut se méfier, parce que plus la potentielle manipulation est possible. C'est tout. On ferme, on vous dit, vous acceptez le pass sanitaire, on rouvre. Ben non, on rouvre et on oublie le pass sanitaire, et ça revient comme avant. Point à la ligne. Ouais, là, il nie carrément l'existence de la pandémie, quoi. Là, il est dans la négation totale de l'existence du virus et de la dangerosité pour les services de santé du virus. Donc, il tombe dans le truc en disant non, mais en fait, il n'y a rien et en fait, on nous ment et il faut tout rouvrir et tout ira bien. On a vu ce que ça a donné au Brésil et en Inde. À moins qu'ils aient fait semblant, tu vois, à moins que le Venezuela et toute l'Amérique du Sud aient fait semblant d'envoyer de l'oxygène en Amazonie, parce que là-bas, ils ont fait circuler le virus sans aucune mesure. D'ailleurs, Manaus était pris par les scientifiques comme l'exemple de qu'est-ce qui se passerait si on laissait le virus sans aucune mesure. C'était un exemple, une étude. Ils étudiaient cette ville comme cas pratique, tu vois, et la circulation du virus était hallucinante. Et d'ailleurs, les jeunes aussi étaient touchés, tu vois. On a vu tous ces images en Inde où les mecs arrivaient devant les hôpitaux et en fait, on leur refusait l'accès. C'est ça, la réalité, tu vois. Alors ça, pour Salim, c'est pas grave, quoi. C'est pas vrai, peut-être même. Je sais même pas s'il pense que c'est pas vrai. C'est vrai peut-être, mais c'est peut-être très... Pour lui, il doit penser que c'est pas une situation extrême ou que ça arrive... Certes, c'est arrivé, puisqu'on le voit sur les images, quand il va pas nier les images, mais que c'est très localisé, peut-être. Ou peut-être parce qu'on n'a pas soigné les gens en amont. Pourtant, en Inde, ils ont donné de l'ivermectine. Et au Brésil, ils ont donné de l'hydroxychloroquine. Mais peut-être pas aux bonnes personnes. Et puis il va dire, non, mais en fait, ils l'ont pas donné aux bonnes personnes, ils l'ont pas donné non plus au bon moment, ils l'ont pas fait en prophylaxie, ils l'ont pas donné... avant, enfin tu sais, quand t'es pas malade, quoi, quand t'es sain. Il sait jamais bien, quoi, tu vois. C'est jamais la situation est telle qu'elle est, mais c'est toujours parce qu'ils n'ont pas, tu vois, ils ont pas appliqué la méthode de Salim Laibi ou de Raoult, tu vois. C'est toujours ça en fait.
Mais sinon, c'est pas grave, en vrai, tu vois. C'est juste qu'ils font pas les choses bien. Bon, apparemment, il est en train de remettre en question aussi, il n'est plus climato-sceptique, hein, c'est un climato-réchauffiste. Donc c'est pas vrai, je ne suis pas ni climato-réchauffiste, ni climato-sceptique. Ce que je dis dans la vidéo, c'est que je me renseigne en fait sur le sujet. Je fais quelque chose qui paraît extraordinaire et hallucinant à Salim Laibi, c'est qu'en fait je sors de la croyance, puisque j'étais... en fait, j'ai jamais pris position sur cette question, puisque j'admets parfaitement ne rien y connaître. Mais j'étais instinctivement plutôt climato-sceptique, et maintenant je dis, bah, en fait c'est stupide comme position, puisque ça se base sur pas grand-chose, puisque j'ai pas étudié la question en profondeur. 99% des climatologues parlent du réchauffement anthropique de la planète. Je vais quand même faire l'effort de lire leurs travaux. Et donc là, je suis en train de lire le rapport le plus qui fait le plus consensus et qui est le plus fouillé sur le réchauffement climatique par un rapport du GIEC. Et je suis en train de le lire, c'est très intéressant, mais je n'ai pas encore mon avis qui sait... je ne me permets pas d'avoir un point de vue sur une question sur laquelle j'ignore tout, et sur laquelle les scientifiques qui bossent des décennies sur cette question débattent. Donc voilà, c'est ça mon point de vue. Donc non, Salim, oui, je me renseigne, ça a l'air de t'emmerder, je suis désolé de t'embêter avec ça, mais oui, je lis. Pas tout le monde a la capacité de comprendre certains sujets. Pas tout le monde a fait des études. Pas tout le monde a le temps. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Les gosses, ils bossent, ils sont exténués, ils peuvent pas. C'est pour ça que moi, je suis pour une société traditionnelle. Hein, la démocratie a des limites. Hein. Il y a des élites qui doivent diriger parce que ils ont voué leur vie, mais pas sur tous les sujets, sur des sujets précis. Okay. Donc le problème, c'est que les élites sont corrompues. Mais on ne peut pas demander aux gens de vérifier tout, ça n'a absolument aucun sens. Quand je vois les efforts que ça me fournit, alors que je suis quand même quelqu'un qui travaille vite, qui a appris à la fac à travailler vite, à travailler bien, il y a des gens qui n'aiment pas lire, il y a des gens, c'est chacun comme il est fabriqué, hein, mais ils veulent comprendre. C'est pas pour autant qu'on doit les piétiner, qu'on doit leur enlever leur liberté ou les mépriser. Je ne les méprise pas, au contraire, je les respecte, les gens. Et c'est pour ça que je dis, attention, pour ne pas se faire manipuler, le mieux, c'est de ne pas prendre position, de laisser les scientifiques débattre entre eux. Parce que toute position que tu prendras du haut de ton ignorance sur les sujets, et c'est pas un mal, on ne peut pas tout savoir, on est dans une société très complexe, avec beaucoup de savoir, tu vois, on n'est plus pendant l'Antiquité, ou à la limite, si vraiment tu étais quelqu'un qui t'intéressait aux choses, tu pouvais à peu près englober l'ensemble des connaissances humaines. Maintenant, c'est totalement impossible, tu es obligé de déléguer la recherche auprès de gens qui cherchent eux-mêmes dans ces sujets très précis. Et toi, en fait, ta position de citoyen qui est ignorant sur toutes ces questions, la position la plus juste, la position la plus logique, c'est de faire confiance dans le consensus scientifique. Et puis si le consensus scientifique change, tant mieux. Si un Galilée arrive à convaincre qu'en fait, c'était sa position qui était la bonne, eh ben pas de problème. Toi, t'es pas là pour... c'est pas de l'ego, tu vois. T'es pas là pour avoir raison. T'es là juste pour essayer de prendre la position qui est la moins risquée pour toi, de moins te tromper. Mais si tu veux pas faire ça, alors le mieux, c'est de ne pas prendre position. C'est de laisser les scientifiques débattre. Et de pas colporter des trucs. Ouais, regarde, ça marche pas. Mec, en vrai, ça sert à rien. Ni toi ni moi n'avons vu le Covid dans un microscope. On sait même pas à quoi ça fait. Je veux dire, c'est ridicule, quoi, tu vois. C'est de la discussion de bistrot. Donc moi, c'est juste un réflexe de prudence à l'égard des informations qui circulent, et je pense que c'est sain. Voilà. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'instinct des gens. Et d'ailleurs, je vois bien que l'instinct des gens est beaucoup plus affûté chez les non-universitaires. C'est évident. Parce que les autres, ils ont été écrasés par le système. Donc ça, c'est capital. Mais non, parce que justement, parfois, la réalité, elle est contre-intuitive. Et il y a beaucoup d'exemples de choses qui sont contre-intuitives, qui ont été crues pendant des millénaires par les humains, et qui en fait se sont avérées fausses par la recherche scientifique. Méfiance à l'égard de l'instinct. Il faut jamais s'engager sur une voie. Moi, j'ai fait cette erreur, donc j'en suis prêt. Je suis vraiment vacciné contre ça. Je suis allé dans les milieux les plus paranoïaques de France. J'étais dans ces milieux-là et très actif, donc j'en suis totalement vacciné. Moi, je dis maintenant, prudence. À quel moment cette position est-elle extrême ? À quel moment dire aux gens soyez prudents à l'égard des informations, c'est une position extrême ? C'est la prudence, c'est la première vertu cardinale définie par Platon dans la République. La prudence. La deuxième, c'est la tempérance.
La troisième, c'est le courage. Mais la prudence, c'est la première. La sagesse. Prudence dans les informations. C'est trop grave de prendre position sur le sujet du Covid en partant comme ça, en pensant que ceux qui disent que le masque va tuer des millions de gens, que tous les scientifiques qui disent ça sont les Galilées modernes. C'est trop grave de faire ça si en fait il y a un vrai virus et en fait il y a un danger pour les personnes âgées. Imagine, tu es pour le bien commun et tu prends position, tu es à fond sur un truc, sur des personnes qui sont anecdotiques en fait dans la science, et tu prends position là-dessus comme ça, alors que toi en fait ton but intime c'est de rechercher la meilleure solution pour la société entière. Et en fait, tu prends des positions qui sont à contre-courant de ce bien commun, en croyant faire le bien en plus, tu vois. En mettant pas le masque dans les milieux fermés parce que t'es un résistant, tu vois, t'es un Jean Moulin. Mais en fait, sans le savoir, peut-être qu'en fait, tu es le contraire de ce que tu crois être. Après, bien entendu, c'est pas une raison pour dire n'importe quoi. Moi, j'ai déjà dénoncé des informations que je trouvais foireuses, comme, pour moi, le virus n'existe pas. Pour moi, c'est complètement fou débile de dire un truc pareil. Ouais, mais Salim, moi, j'aime pas faire ça, mais l'accusation par association, mais Salim Laibi, il fait des vidéos avec Jean-Jacques Crèvecoeur et Tal Chaleur, qui, eux, disent que le virus n'existe pas, et qu'en fait, tout ça, c'est un truc pour nous vacciner, pour nous imposer l'introduction d'une puce qui va permettre de nous contrôler à distance par la 5G. Je n'exagère pas leur discours, c'est précisément ce qu'ils disent. Et Salim Laibi fait des vidéos où il est à côté d'eux, en fait, tu vois. Et pas qu'une fois, il a fait ça, mais des dizaines de fois avec ces gens qui disent ça. Donc Salim Laibi, quand tu es avec eux et qu'ils disent ça, tu ne dis rien. Ça veut dire quoi? Qui ne dit mot consent? Tu penses que le virus n'existe pas et qu'en fait on nous impose un vaccin pour nous contrôler via la 5G comme des Sims? Tu dis quoi face à ça, Salim? Enfin, je veux dire, moi je pose la question, tu vois. Je pose la question à Salim, je lui demande, est-ce que tu es d'accord avec les thèses de Tal Chaleur et Jean-Jacques Crèvecoeur? Tu nous dis que tu débunkes les trucs foireux. Bah, en live, avec Tal Chaleur et Jean-Jacques Crèvecoeur, tu le fais pas en tout cas. Et t'es même plutôt... tu n'as même pas un rictus de contestation, tu vois. Ça se voit pas, quoi, que t'es... Donc c'est bizarre, c'est très étrange. C'est super bizarre. Peut-être qu'il pense pas du tout ça. Peut-être qu'il est... Mais à ce moment-là, si ça c'est délirant et que lui il dit qu'il est contre les thèses délirantes, pourquoi il dit pas, attendez les gars, vous allez trop loin. Présentez-moi des preuves de ce que vous dites, parce que là, on est en train de parler à 100 000 personnes. Vous êtes en train de dire que c'est un virus qui n'existe pas pour imposer un vaccin qui va nous contrôler via la 5G. C'est quand même une hypothèse super hardie, s'il vous plaît. Moi, je veux bien vous croire, mais présentez-moi des preuves. Il devrait dire ça, tu vois. Ben non, il le fait pas. Donc, ouais, tu débunkes les thèses farfelues. Ouais, j'aimerais bien te voir en action, moi. Là, c'est tout l'argumentaire de la secte zététicienne qui remonte à la surface et qui est... voilà, on a trouvé encore une victime de la secte, hein, qui est Vincent Lapierre. Et pourquoi il ment? Donc voilà, c'est comment il ment. Voilà. Donc il laboure, il laboure l'esprit, il ment. C'est la secte zététicienne, il ment, c'est un menteur, etc. C'est du labourage de cerveau. Hein. On sait tous que le masque dehors ne sert à rien. Pourquoi on l'a imposé? C'est juste pour faire peur aux gens. Ça déjà, c'est extrêmement problématique, cher Vincent. On sait que c'est du... Pour faire peur aux gens, mais qui a peur du masque, franchement? Qui a peur du masque? Il y a une pandémie, il y a un virus qui tue les vieux et les personnes fragiles, et c'est trop dur de mettre un masque, quoi. Et tu veux faire la révolution, tu veux te battre pour le bien commun. C'est chaud, quand même. Ça, c'est vraiment un truc qui va rester, tu vois. Non, moi, maintenant, je vais me méfier de ces milieux-là, quoi, qui te parlent du bien, ouais, on est tous frères et tout. Mec, quand il y a un virus qui tue les vieux, tu mets pas de masque. Tu refuses, parce que c'est ta liberté, et tu me parles du bien commun. Quand ça va se terminer, ça va être compliqué. Hein. Je suis vraiment tout seul, moi. Non, je ne suis pas tout seul, heureusement. Il y a des gens que j'aime beaucoup et qui défendent ces idées-là. Moi, je pense à Charles-Henri Gallois. Je pense à... Parce qu'au fond, ça a aussi un peu l'idée du Frexit et toutes les idées alternatives qui vont être éclaboussées par ça, par cette histoire. Par ces délires qui ont circulé. C'est tout ça qui va être décrédibilisé. Moi, c'est ça qui me fait flipper, c'est que le Frexit va être associé à ça, en fait. Et le souverainisme va être associé à tous ces dérapages non contrôlés, quoi. Et donc, je me dis, là, vraiment, on s'est mis des bâtons dans les roues, c'est chaud. Moi, je suis ouvert, évidemment, à recevoir des arguments contraires. Et si je me trompe, je le dirai. J'ai peur que eux, s'ils se sont trompés, et qu'en fait, si dans 3 ans, le Covid-19 est devenu, en fait, un rhume
comme ça a été le cas pour la grippe espagnole, comme ça a été le cas pour en fait tous les virus très virulents qu'il y a eu dans l'histoire et qui au fil du temps, par l'acquisition par les gens d'un système immunitaire solide, en fait deviennent des rhumes, parce que la grippe espagnole est devenue un rhume. Si là, il y a une résolution du problème et qu'en fait l'économie ultralibérale reprend, que la marche capitaliste du monde reprend, la marche impérialiste du monde reprend, dans 3 ans, ils vont dire quoi? Je pense pas qu'ils vont dire on s'est trompé les gars, désolé, en fait on vous a incité à pas vous vacciner, à pas porter de masque, alors que tout démontre qu'on avait tort, tu vois. Donc c'est ça que je vois, moi je pense qu'ils vont pas le dire. Moi je le dirais si jamais il y a un génocide, si jamais il y a des millions de gens qui meurent par le vaccin, etc. Évidemment je dirais, écoutez les gars, je me suis trompé. Ça c'est ma démarche, d'admettre mes erreurs passées, il n'y a aucun problème avec ça, je considère que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on respecte son public. Moi, je suis pas un surhomme. Je prétends pas tout savoir, avoir toujours raison, savoir tout sur tout, etc. C'est pas vrai, tu vois. D'ailleurs, dans cette vidéo, ce que j'ai dit, il faut vérifier les informations. J'ai pu aussi moi-même me tromper, avoir une vision biaisée. Je suis pas à l'abri de biais cognitifs, pas du tout. J'exerce mon cerveau à avoir conscience de mes biais, mais je suis pas non plus infaillible. Loin de là, très loin de là. Et je continue sur ma voie. Qui est celle-ci du Média pour tous, de dire on trie l'information du système, ils disent parfois des choses justes, notamment sur les questions scientifiques, etc. Et des choses fausses, des manipulations pour favoriser un camp géopolitique. Mais je trie également ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les réseaux alternatifs, sur les sites alternatifs. Il y a des sites qui ne sont pas tombés dans le délire, osons causer. Ils ont aussi eu le courage. Franchement, ça me touche, tu vois, parce que je l'ai fait aussi et je sais à quel point ça coûte très cher de le faire, surtout que Osons Causer, ils dépendent aussi des gens qui les soutiennent financièrement, donc ils ont eu le courage d'aller à la contre-courant de ça. Peut-être que leur public naturel est moins... Mais encore, dans les commentaires, on voit bien qu'ils se font défoncer, tu vois. Mais il faut absolument qu'il y ait une offre multiple, que les gens puissent s'informer auprès de diverses sources, de gens qui voient les choses sous différents angles. Moi, je vois les choses sous un certain angle, c'est un angle plutôt, on va pas se mentir, souverainiste, pro-Frexit, etc. Tu vois, je considère vraiment qu'il faut que le peuple français reprenne le contrôle de lui-même et de ses lois et de l'écriture de ses lois pour reprendre son destin en main. Je suis vraiment opposé à l'Union européenne, mais c'est pas le seul angle de vision possible. Tu vois, il y a d'autres angles. Il faut s'en renseigner auprès de différentes sources, pas auprès d'une seule source, pas que François, tu vois, mais auprès de différentes sources, y compris des sources consensuelles. Et puis surtout, que l'essentiel de notre connaissance soit basé sur la lecture et sur aller voir les spécialistes de tous les domaines sur lesquels on veut pouvoir opiner. Je reste sur cette ligne-là. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai répondu à quelques arguments de Salim Laibi, pas à tous, parce que j'en ai pas les capacités. Je suis pas un spécialiste de toutes ces questions épidémiologistes et de virus, etc. Mais au moins, je préviens contre cette tendance qu'on a à vouloir croire ce qui nous paraît pour lequel notre esprit a le plus d'appétence, à savoir vraiment que tout est manipulé par l'homme, qu'il y a derrière chaque décision, il y a une volonté de nous nuire, etc. Ça tue le politique, et je crois même plus fondamentalement que ça rend les gens tristes. Parce que tu vis dans une société où tout est contre toi, en fait. Et à la fin des fins, tu vas voir les gens dans la rue et en fait, tu as l'impression qu'il y a une oppression généralisée. Et ça, cette pente-là, il faut vraiment en sortir et se dire que non, c'est pas tout noir. En fait, c'est pas tout noir. C'est pas comme ça que ça marche. Le monde fonctionne pas sur ces principes-là. Il y a des gens qui ont du pouvoir et qui cherchent à défendre leurs intérêts, qui cherchent à produire des mensonges, à renverser des présidents démocratiquement élus. Il faut le voir, c'est à ça que servent les médias alternatifs, notamment Wikileaks, etc. Voir ces complots-là, c'est utile, c'est très utile, mais il ne faut pas voir le monde uniquement sous le spectre de la manipulation, parce que le monde n'est pas comme ça, je le crois profondément. Voilà.